Le plus grand des mystères n'est pas que nous soyons jetés au hasard entre la profusion de la matière et celle des astres. C'est que dans cette prison, nous tirions de nous-mêmes des images assez puissantes pour nier notre néant. C'est pas le thème. Non, pas du tout. Mais j'aime bien cette phrase. C'est beau. Il y en a une autre, c'est... L'art aurait pour fonction de soustraire au temps quelque chose, de suggérer le monde de vérité, au regard duquel toute réalité humaine n'est qu'apparence, d'apporter une réponse à l'interrogation que pose l'homme à sa part d'éternité. Waouh. Waouh, Malraux, t'es trop un boss. Je sais pas On si est je prêt. m'entends. Je sais pas si je prêt. m'entends. Ok, ouais, t'as investi dans la pince à linge, quoi, ça. Il a Je sais investi. que j'en avais acheté, mais c'était genre en mode. T'as des actions dans la pince à linge. C'est ça, chez Carrefour, des pinces à linge Carrefour. C'est. Pas de marque, attention. Je suis pas de marque. Pas de marque, on n'a pas commencé. Et puis j'ai travaillé pour Carrefour, j'adore Carrefour. C'était la meilleure expérience de travail que j'ai eue. Vendu. Vendu. On est des invités de marque, mais pas de marque. Bon, vous êtes prêts? T'as une intro de Koutk? Ah non, on est toujours pas prêts. Bien sûr que j'ai une intro de coup. Tout le monde est prêt. Est-ce que tu connais par cœur toutes les étapes du... Oui. Il y en a 12 ou 16, je sais plus. En fait, il y a différentes versions. Moi, je connais. Parce que moi je l'ai vu une sur YouTube mais j'ai pas noté. Moi, Il y a genre 12 étapes, c'est énorme. Bah, disons que moi, j'ai pris la version de Campbell. D'ailleurs, Ouais, c'est ça. Et ça, là, il y en a 17. Ah, 17, voilà, c'est ça. 17. Ok, donc tu les as On tous. parle des étapes de la souffrance, c'est ça, Les étapes de la souffrance, De la rédemption. de la rédemption et de la libération de l'être interne. Bon, on est prêt? Chaud. Salut, 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 bienvenue, comment allez-vous? Salut, moi ça va Salut. bien. Moi je vais bien. Ça va, tout va bien. Donc je suis rejoint aujourd'hui avec Ulysse, notre cher Sisyphe, prêtre de Koutk, ainsi que Elias, baptisé le prince Lee, et Damien, qui du coup revient, encore une fois. Damien Parmi les revient. Voilà, vous pouvez dire bonjour si vous voulez. Bonjour. Bonjour. Salut. Salut, salut. Et donc voilà, je sais pas si vous avez un plug à faire, une pub, un salut ou quoi que ce soit. Je pose toujours la question, même si je sais que... Mardi, je fais un concert au Music Village. Sérieux? Un mini concert, c'est une ouverture de jam, mais ça déchire. Cool. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je sais pas si je l'aurais édité d'ici là, mais... Ouais. Donc, je joue peut-être ce soir ou peut-être hier. c'est ça. Bah, dis quand même la date, mardi le... Bah, mardi le 20. Mardi le 20 20. août. Et c'est payant, c'est pas payant? C'est gratuit. C'est gratuit. Il y a un petit Et chapeau. c'est- et si c'est tu veux une jam, participer, et c'est une juste- jam donc. Ouais, donc c'est juste un set, quoi. C'est entre 45 minutes et 1 heure, et puis après, c'est la jam. Mais donc si vous voulez jouer avec le Prince Lee, venez quoi. Et, C'est enfin, ça. tu joues après, hein, la jam, c'est ça? Quand même. D'abord, vous allez me montrer vos compétences. Je vais vous étudier de loin en buvant une bière. Et si vous valez la peine, eh ben, je vais jouer avec vous. C'est quoi comme musique? J'appelle ça du porn fusion, c'est-à-dire que c'est du c'est jazz. jazz fusion, mais avec un petit côté pop, C'est du jazz. vite fait. C'est du Envoyez Mais c'est du jazz. 3202 ou. Envoyez Connect Unity le 3202. Si vous voulez, si vous pouvez pas venir ou si c'était, si le concert est déjà passé au moment où vous écoutez le podcast, vous pouvez taper sur internet Dirty Loops. Ça s'inspire un peu de ce groupe-là. Ah, ok. Ben voilà. On a quand même eu un plug. Bon, ben je vais faire mon intro de Koutk et puis qui va lancer le sujet. Donc j'appuie ici sur celui-là. Koutk en avait marre des histoires négatives qui tournaient à son sujet. Il était temps de changer, d'ajouter des vraies histoires positives à son sujet. Il s'est mis à rechercher l'écriture et comment raconter une histoire qui touche les gens. Il est vite tombé sur le monomythe de Joseph Campbell, une sorte de plan que toutes les histoires suivent. Et il s'est mis à écrire. Étape 1. L'appel à l'aventure. Koutk voyait tous les humains souffrir. Étape 2. Le refus de l'appel. Les humains ne faisaient que se plaindre de lui. Son honneur ne voulait pas les aider. Étape 3. La rencontre avec le mentor. Un grand prêtre de Koutk du paradis le pria et le supplia de venir les aider. Les humains sont cons, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Étape 4. Le passage du seuil. Gaïa, la mère nature se montra. Oh là, on se calme, qu'est-ce que tu viens faire dans ma planète? Ben, je viens aider les humains qui souffrent. Étape 5. Le ventre de la baleine. Koutk était seul, dans un monde de souffrance, où tout le monde le détestait. Étape 6. Le chemin des épreuves. Il tenta d'arrêter une guerre, mais sa puissance détruisit toutes les armées. Il tenta de nourrir les enfants affamés. Il les bourra de vers de terre.
Certaines régions allaient devenir des déserts, et d'un coup d'aile, Koutk a amené la pluie dans ces régions. Étape 7. Rencontre avec la déesse. Une chouette le guida vers Athéna. Merci de nous aider et à aider les humains. Oui, qu'est-ce que tu me veux, Athéna? Tu me fais chier. Bon, droit au but, ok. T'auras besoin de ce miroir magique qui... Ouais, ça va, je verrai bien sur le moment. Étape 8. La femme comme tentatrice. Aphrodite sort des buissons et dit « tu vas juste partir comme ça, sans venir jouer avec moi ?»« Non, femme, je dois sauver le monde !» Étape 9. Expiation du père. « Koutk, que viens-tu faire dans mon domaine ?»« Oh non, merde, pas Jéhovah. »« Ah non, réponds à ma question, je suis venu aider les humains. » Ah oui, et réponds à ma question, et puis, je suis venu aider les humains. Ils créent eux-mêmes leur souffrance, c'est à eux de s'en sortir. Quitte d'ici, c'est mon domaine. Et puis tout à coup, il met le miroir magique d'Athéna et il est devenu invisible. Ensuite, l'étape 10, l'apothéose. Putain, t'as raison. Ils se mettent eux-mêmes dans la merde. Je ne suis pas la source de leur souffrance. Étape 11, le trésor ultime. Koutk était enfin de libérer de l'opinion des humains. Étape 12, le refus du retour. Koutk se disait qu'il pouvait continuer à rester sur Terre avec les humains. Mais il remarquait que les humains se mettaient ensemble pour l'attaquer. Il y avait des balistes et tout. Ils préparaient leurs balistes pour tirer sur lui. Étape 13, le vol magique. Koutk se mit à s'envoler et à éviter des balistes qui fonçaient sur lui. Et enfin, les grosses flèches, quoi. Étape 14, l'aide extérieure. Koutk allait sortir de la stratosphère quand Gaïa s'interposa devant lui. « Hé, tu sors pas comme ça, t'as dit que t'allais aider les aider. » Quand Zeus arrivait dans son nuage. « Non, Titane, tu ne l'empêcheras pas de partir. Vas-y, Koutk, sors d'ici !» Étape 15. Passage du seuil du retour. Koutk quitte enfin la stratosphère. Il dit bonjour au méga bébé de l'Odyssée de l'espace et revient dans l'espace, qui est son monde normal. Étape 16. Le maître des deux mondes. Il comprend enfin les humains et la Terre. Étape 17. Libre de vivre. Il est enfin libre de faire ce qu'il veut et n'est plus attaché par l'opinion des humains. Franchement, quel grand corbeau ce truc. Donc voilà, il a vécu une transformation personnelle en suivant tout ce chemin. Quelle paye. Non mais voilà, donc le monomythe, parce qu'à la base, il y avait personne qui savait venir. Et donc moi j'allais parler de la narration et du besoin humain des histoires. Et puis je me suis dit, pourquoi pas faire un débat sur le monomythe. Et donc voilà, qu'est-ce que ça vous inspire Qui commence? Vas-y, je t'en prie. Le monomythe, en fait, je sais pas si c'est Joseph Campbell, c'est ça? Joseph Campbell, exactement. Je n'ai pas lu son livre, Le héros aux 1000 visages, c'est ça? Ouais. Je l'ai pas lu, mais a priori, le héros, c'est un peu l'homme, en fait. C'est un peu l'homme, c'est une sorte de vision idéalisée. Et la femme. De l'homme, la femme, comment on appelle ça? Les humains, voilà. Et les non-binaires aussi. Et les non-binaires, tout ça. C'est un peu une vision idéalisée du pèlerinage de l'homme, qui soit quotidien, donc à court terme, à moyen terme et à long terme, en fait. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a eu effectivement une époque où c'était dur. Enfin, tu vois, tu avais la survie qui était en jeu, la subsistance, etc. Le confort n'était pas tout à fait installé. Donc, effectivement, c'est là que tu as les transmissions des premiers mythes, etc. Entre, je sais pas, le père, le fils, le grand-père et le petit-fils. Il va raconter comment ça s'est passé pour tuer un mammouth, etc. etc. Et ça permet déjà d'égayer les enfants, qui en général aiment les histoires parce que ça les nourrit, ça leur réveille l'imaginaire. Et une fois que tu es un peu plus grand, tu vis des confrontations avec l'extérieur à l'adolescence, c'est ça, hein, l'extérieur n'est pas tout à fait comme l'intérieur, tu vois la chose. Donc il y a une confrontation, de cette confrontation va naître des conflits, et puis de ces conflits tu vas sortir adulte, grandi, etc. et tu maîtrises le monde. Donc déjà dans ton chemin personnel jusqu'à l'âge adulte, c'est ça qui se passe. Et il peut aussi y avoir des anecdotes plus courtes où t'as vécu à peu près la même chose, quoi. Après c'est vrai que ces 17 étapes, c'est vraiment super détaillé, quoi. T'as vraiment le cahier des charges de tout ce qui est possible imaginable. Qu'est-ce qu'on peut encore rajouter à cet endroit-là? Ah oui, et si on mettait tel truc? Ah oui, et si on mettait une femme tentatrice? Bon, c'est marrant, quoi, de rajouter cette femme tentatrice. Mais, en soi, oui, la femme génère
des choses. En tout cas, c'est un point de vue très sexiste, parce qu'au final, est-ce qu'une femme qui ferait une histoire, là aujourd'hui par exemple dans les films il y a beaucoup ce délire un peu plus girl power, étrangement elles ont un peu moins besoin de l'homme pour avoir une envie de passer des épreuves en fait. Donc c'est intéressant. Est-ce que c'est judicieux ou pas de faire je ça? vais Je sais pas. contextualiser. Mais je digresse un peu. Non, pas de problème. Mais voilà, grosso modo, c'est un délire micro-macro, quoi. Ce que tu vois, ce qui te parle et ceux auxquels tu t'identifies, c'est parce que dans ta propre vie, il y a des choses auxquelles tu t'identifies pas. Donc c'est forcément pas l'histoire en elle-même qui t'inspire, mais c'est les concepts qu'il y a à travers ce qui se passe, quoi. Et donc c'est pour ça que tu vas plus identifier à un héros qui est tourmenté, où le monde est dark, parce que toi-même t'es dans un univers un peu dark, ou plus joyeux si toi-même t'as une vision plus légère des choses, etc. etc. Je voulais... Donc il y a eu des titres et des noms d'étapes. Un truc qui dit clairement, c'est que pour lui c'est différentes étapes. Donc, ah oui, vous savez un peu son histoire de comment il est arrivé à ces théories ou pas du tout? Pas du tout. Non, pas du tout. Il a analysé plein d'histoires de jeunesse, plein de mythes, des trucs vraiment du début de l'humanité jusqu'à des films d'aujourd'hui, son époque à lui, quoi. C'est ça. Il a remarqué que ça suit plus ou moins toujours, en tout cas les histoires qui nous parlent suivent toujours plus ou moins une même structure, donc que j'ai suivi, quoi. Et donc par exemple, pour revenir à la tentatrice, c'est que dans ces anciens mythes, on remarque qu'il y a souvent une tentatrice, mais ce n'est pas forcément une femme, tu vois. C'est que c'est l'énergie de la tentation, c'est-à-dire que ça vient après le moment où tu rencontres la déesse, et en fait, le fait de rencontrer la déesse, c'est plus l'aspect d'avoir une sorte d'illumination qui te donne un outil qui te permettra de vaincre l'autorité ou l'ombre, parce que le père, c'est ton ombre de l'autorité, tu vois. Et une fois que tu as ça, c'est genre, waouh, j'ai ça maintenant. Et souvent, ce qui se passe à ce moment-là, c'est genre, parce que tu crois que t'as compris quelque chose ou quoi que ce soit, par exemple, dans l'histoire, ça peut être, la tentation, ça peut être, bah oui, j'ai compris, je dois plus finir ma quête, j'ai ce truc-là, ou j'ai l'outil qu'il me faut. Et donc la tentation, c'est plus ça, c'est en fait t'enlever de ton chemin. Et donc typiquement, dans le lycée, c'est quand ils arrivent sur l'île du lotus, là, pour le coup, t'as plein de femmes avec des lotus à manger. Alors oui, la symbolique c'est une femme, mais tu vois, t'aurais juste pu être des lotus ou des mecs qui mangent des lotus, et on a la même énergie du ah ouais, peut-être qu'en fait ma quête elle est pas si importante et que je devrais juste rester ici kiffer, quoi. C'est plus au niveau de l'énergie, quoi. Comme dans Sex Obelix avec les 12 travaux, quoi, tu vois. Non, je vois pas, vas-y, explique. Ouais, moi je vois bien. Sur l'île où il y a plein de belles femmes et de raisins. Oui, voilà, il se fait tenter par... Sans doute des orgies, mais c'est pour enfants, du coup c'est pas montré à l'écran. C'est les 12 étapes d'Héraclès ou de Hercule, quoi, tu vois. Enfin, les 12 travaux d'Hercule, quoi, tu vois. Ah, ok. T'as une épreuve où il se fait draguer par les gonzesses. Enfin, ils sont dragués par les gonzesses sur une île maléfique. Et bon, c'est réglé parce que Balix a faim et que du coup, il reçoit pas de sanglier, mais peu importe. C'est ce principe aussi. J'ai l'impression que ça rejoint. C'est comme Ulysse avec les sirènes aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça rejoint pas aussi l'esprit, c'est un peu Oedipe, quoi, tu vois. Pour le côté, la femme tentatrice, on va bien être calme pour le sujet, mais disons que... la tentation, appelons tentation à partir de maintenant. Tentation, disons que dans l'étape de l'épanouissement de quelqu'un, tu vas finir par vouloir prendre la place du père. Okay. Et du coup, l'histoire de l'ombre du père, qui du coup est un futur, mais une fois que tu l'es, tu prends sa place du coup pour former ta propre famille. Et du coup, on peut penser aussi au fait que Oedipe, voulant prendre la place de son père, pour se taper sa mère, un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire. C'est ce côté, c'est un des chemins, une des directions dans lesquelles tu vas aller pour pouvoir avoir ton épanouissement, même si c'est un peu glauque dans cette version-ci, quoi, tu vois. Justement, ça revient... Oh, allez-y. Non, enfin, c'est juste une petite précision, mais il fait pas exprès de tuer son père pour ensuite aller enfourcher sa mère. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, le mythe d'Oedipe, c'est un peu détourné à ce niveau-là par Freud, parce que le fait qu'il tue son père, il savait pas que c'était son père au moment où il le tue. Comme quand il enfourche sa mère, il sait pas non plus. Ok, c'est encore pire. C'est encore pire, oui. Ouais. En fait, c'est parce qu'il avait peur d'une prophétie. Il y a eu une double peur par rapport à la prophétie qu'a fait la Pythie de Delphes à sa naissance. Donc la première peur, c'est les parents qui ont donc abandonné son fils. Et après, quand il a été récupéré par des parents adoptifs, et il va revoir à l'adolescence un peu plus tard la Pythie. Et là, c'est lui qui a peur parce que la Pythie lui dit la même chose, et donc il pense que c'est ses parents adoptifs avec qui la prophétie va arriver, donc il ne va plus les voir, et c'est comme ça que ça arrive en fait. Donc c'est que du quiproquo en fait, dans l'histoire de base.
merci pour cette clarification. Ah ouais, carrément. Et j'aimerais bien en fait rebondir sur ce que vous deux vous avez dit plus ou moins. Toi t'as parlé de tout ce qui est finalement passage à l'âge adulte plus ou moins et Bien sûr. être voilà. Et justement l'étape juste après la tentation en fait c'est ce que en anglais ils utilisent le mot atonement with the father. Moi j'ai dit expiation avec le fer et c'est ça en fait. C'est quand tu sais qui tu es, tu as eu le cadeau de ce qui tu es, de la déesse et tout ce que tu veux, tu as fait tout un chemin d'initiation et maintenant il faut affronter le père et son autorité et s'affronter et bon, qui lui est fort et qui peut te tuer, qui peut vraiment te détruire, mais tu vas quand même l'affronter pour en fait quelque part ne plus suivre ses règles mais commencer à suivre les tiennes et en fait ça c'est une étape souvent au milieu de l'histoire donc comme lui il le décrit mais qui est un moment important parce que c'est le moment où justement tu t'affirmes toi en tant que personne et que quelque part tu quittes les règles de la société que représente le père, l'autorité, la structure et que tu suis ton propre chemin. Est-ce que ça vous inspire? Bah carrément. Bah, par exemple quand on analyse un petit peu les étapes, bon voilà, j'ai pas commencé à tout analyser pendant 2h30 du coup. On fait un c'est par que un la et merde, on mais voit où ça nous mène. je vois des mots qui apparaissent quoi, tu vois, genre le ventre de la baleine, ça pourrait être l'adolescence où tu es genre enfermé dans cet état où tu veux sortir, tu veux aller à gauche à droite, tu veux voir ce qui se passe, tu essaies de chercher clairement et la profonde solitude aussi. Ta propre voix, quoi, tu vois, exactement, solitude, ta propre voix du coup. Rencontre avec la déesse, ça pourrait être genre c'est ta première nana en fait, ou ton épouse dans une version plus vieille de la façon dont tu réfléchissais à l'époque. Tu vois, la femme comme tentatrice, ça pourrait être de devoir, je sais pas, genre choisir une autre femme qui vient te tenter loin de la femme que tu aimes. Par exemple, tu vois, ou quand tu remarques que tu es en couple et que toutes les meufs font genre waouh, il est vraiment très bien ce gars-là, tu vois. mais aussi ce que tu es simplement prendre ta décision de ce que tu vas faire, et c'est parce qu'une femme que tu aimes, je n'insulte pas les femmes, ou même un homme sexuel qui pourrait être amoureux d'un homme, pourrait du coup être influencé par quelqu'un, mais garder sa direction et justement servir de cet amour ou de cette tentation comme force et pas forcément comme moyen de s'écrouler ou de retomber en arrière. En fait, ça t'affirme. Ce que moi j'ai compris de cette... Enfin, pardon, je t'ai interrompu. De ce que moi j'ai compris à ce niveau-là, de cette étape-là, c'est en fait de se rendre plus fort dans sa volonté et en fait ça te prépare justement à rencontrer le père, tu vois. Parce que c'est en mode... Qui est la prochaine étape? C'est ça. Qui est la prochaine étape, non? Qui est la prochaine étape, tu vois. Alors ensuite, un truc que j'ai peut-être pas expliqué, c'est que, ok, ici il y a vraiment des étapes, mais fondamentalement, comme lui il explique, c'est qu'en fait t'en as plus ou moins, vraiment t'en as 4, mais dans ces 4 étapes, tu as l'ordre n'est pas forcément vraiment dans l'ordre. Donc par exemple, avant de passer le premier seuil, toutes les 4 premières, tu vois, les 3 premières, en fait elles peuvent arriver dans n'importe quel ordre, et même chose avant de rencontrer le père, tu vois, toutes ces étapes là peuvent passer à n'importe quel moment, et même chose avant de passer le deuxième seuil qui est revenir dans le monde normal en fait. Parce que l'idée de passer le seuil aussi, c'est de faire un truc que tu n'as jamais fait avant, qui t'amène dans un monde que tu connais absolument pas, et donc oui, si c'est ta première nana par exemple, oui, c'est genre qu'est-ce qui se passe ou je sais pas quoi, enfin je sais pas, qu'est-ce que ça vous inspire? T'as vraiment le principe, j'imagine en tout cas pour les 4 étapes, je connais pas les étapes par cœur du tout, mais c'est probablement genre situation initiale, problème, résoudre le problème, et puis genre retour, un truc comme ça, ou qu'est-ce que tu fais par la suite, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Enfin, donc, en fait c'est ça. Moi je le comprends comment comme tu ça. vis une fois que t'as changé et que t'as réussi, quoi, tu vois. C'est ça. Le retour du héros, c'est quelque chose, quoi, tu vois. Bah surtout, une fois que t'as le problème, tu prends la décision d'aller le résolver. Tu vois, ça c'est le passage du premier seuil, tu vois, disons, c'est que tu y vas et que sans retour, il n'y a plus moyen de revenir si tu vas le faire. Parce que ça aussi, il parle beaucoup dans le héros aux 1000 visages, c'est qu'il y a des gens, ils terminent leur aventure dès la deuxième étape quand ils reçoivent le refus de l'aventure, genre oh mais non, ça va être risqué de faire ce truc-là, peut-être que j'aurais pas faire, ouais t'as raison, j'aurais pas le faire. Faim. Et ils mourront tous de faim et le dragon les a tous mangés parce qu'il les fait. Voilà, il y a des histoires comme ça, hein, je veux dire, qui sont juste comme ça, qui ne font pas tout le cycle. Aurait pu faire un truc comme ça. Coot aurait complètement se dire, bah tu sais quoi, ces humains, je l'emmerde, je vais jamais aller sur Terre. Merveilleux ce coup. Merveilleux. Oui, je sais, c'était du grand art ce que j'ai écrit en 5 minutes. Quand je préparais ceci hier soir. Mais donc, je sais plus ce que je disais par contre. Est-ce que le mentor, c'est forcément le père ou non, c'est autre chose, hein?
C'est une Non. autre figure que le Alors, père, le mentor. le truc qui est marrant Le avec mentor, le c'est plutôt mentor... le grand-père ou l'oncle ou C'est le gars qui va te le guider. sage, c'est un peu un sage comme Alors, ça. en fait, ce qui est marrant, c'est que moi j'ai mis rencontre avec le mentor, mais quand tu lis le livre, Héros, lui il met supernatural aid, donc l'aide supernaturelle. Donc il ne limite pas du tout à une personne. Ah, ok. C'est en Ça mode peut être Jiminy- les esprits. C'est en mode Jiminy Cricket. C'est Jiminy Cricket, hein, c'est Nestor, quoi, tu vois. C'est le gars qui te fait passer en fait, il te guide parce qu'il a peut-être fait le chemin ou qu'il a certaines qualités. Il te guide en fait à surpasser la peur de l'aventure justement. Ça, Par c'est exemple- le lycée qui va t'aider à passer l'épreuve, alors que du coup, il faut que tu Ou la passer le découvres. premier seuil, juste passer le Ouais. premier seuil. Tu Ensuite montes t'es la seul porte, après et c'est ça. à Quoi. toi de découvrir comment Ouais, c'est ça. ta propre voie, et du coup, lui, il sait déjà ce que tu vas faire, Mm. ou il a une idée, mais du coup, c'est à toi de la découvrir, parce que s'il te l'a dit, tu Ouais. la découvriras pas, et du coup, ça fonctionnera pas, quoi. Pour la petite info, Mentor en fait c'est un personnage de la mythologie qui est c'est un gars qui était en fait l'entraîneur des héros, tu vois. C'est lui qui les entraînait avant qu'ils partent en aventure en fait. Et je crois que c'est le seul humain ou quoi, ou je crois que c'était un truc surnaturel, mais qui a sa constellation en fait. D'habitude c'est que des dieux et lui c'est le seul Tu qui a. flashes pas avec le... Bah, ça ressemble très fort après au dessin animé de Hercule avec le centaure, quoi, tu vois. Mais c'est lui je Ah, crois. pas le centaure, Mais je crois que c'est lui, Mentor, le satyre, justement. pardon. Oui mais je crois que c'est lui Ouais. Mentor Il a un justement. autre nom là-dedans, c'est Ah, ok. mais peu importe. Ah, Si c'est le Et principe là, il quoi, s'appelle Pan, je pense. Oui, tu vois. Bah, il y a Pan pour le côté satire aussi, mais lui, je crois qu'il a encore un autre nom, mais peu importe, c'est ce principe-là. En tout cas, c'est ok. le Ouais, coach ouais. des héros, quoi, tu vois. Enfin, Mais ça peut tout aussi bien être. Et tout à coup, j'allais dans la nature, j'ai entendu la paix, et puis ça t'aide à avoir la décision de prendre un certain truc, tu vois. Hmm. Parce que c'est ça, donc, mais ça peut être n'importe quoi du coup qui t'aide à passer cette barrière de bon, je passe le premier seuil et je vais dans mon machin et tout. Et le mentor peut aussi avoir plusieurs formes au sein d'une même histoire. Par exemple, dans des histoires plutôt de chevalerie, le mentor peut être à la fois le maître d'armes, si par exemple le héros est un prince et qu'il a un maître d'armes, donc il y a une relation avec lui qui est différente de celle du père. Et puis le Merlin, le mage qu'il peut rencontrer après, pendant son aventure, avec qui il va devient apprendre allié, des par nouvelles exemple, choses. ouais. Ça peut ouais, Et puis il c'est y a, l'idée, il y a quoi. Fight C'est un Club, quoi. concept. Le mentor qui Et Fight devient. Club, ouais. Alors le- là, le- ouais. le- Alors là, on spoil ou on qui spoil devient pas le père à la fin. Non, mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, c'est une question. Et c'est ça que moi je trouve tellement intéressant à ça, c'est que c'est une question d'énergie, quoi. Je veux dire, au début, Tyler Durden, bah ouais, c'est le mec qui l'aide en fait à sortir. Oui, enfin, donc il brûle son appartement et il va vivre dans un monde complètement différent, une maison qui ressemble à rien, où il a pas ses trucs Ikea, quoi. Donc vraiment, littéralement un monde spécial pour le coup. Puis à la fin, c'est genre, il commence à remettre ce mec en question, genre qu'est-ce qui se passe. Et du coup, il prend le rôle du père, de l'autorité. Ouais, mais non, mais moi je sais, il y a un plan, et puis ouais, il rentre dans une sorte de combat et voilà quoi. Oui, enfin, il rentre dans tout ce qui est vol magique et tout ça en mode je dois le trouver, il est où? Bah, littéralement, il vole partout dans les États-Unis pour aller essayer de le retrouver et tout ça et pouvoir sortir de cette espèce de problème psychologique qu'il a, quoi, tu vois. Ouais, donc tout ça pour dire, oui, le même personnage peut avoir plein de rôles dans l'histoire selon comment les choses évoluent et que c'est purement une question d'énergie au niveau de où t'es dans ta vie et histoire. Et ouais, en effet, ça peut tout à fait résonner avec plein de gens. Je te vois lever ton bras et tout. Mais non. Non, mais pour sortir un peu de ça, moi j'étais en train de me dire que c'est quand même marrant comme depuis les débuts de l'humanité, on a retrouvé les premières traces écrites, les premières histoires. Jusqu'à maintenant, au final, il y a très peu de variations. On a beau se sucer la bite et se dire oh, on est vraiment hyper évolué, maintenant on a des grandes maisons bien protégées. Au final, on vit toujours la même chose et sans doute que ça changera pas, même quand on sera sur des vaisseaux stellaires. On aura toujours la même histoire, le récit initiatique où on est enfant. On passe par une période de transition et on finit adulte une fois qu'on a passé l'épreuve. Et je pense que c'est une constante de l'humanité au final. Si ça se retrouve dans les premiers écrits, et ça ne m'étonnerait pas que jusqu'à la fin de l'humanité, les histoires se passent comme ça, parce que est-ce qu'un humain peut vivre vraiment autre chose que ça, enfin, au niveau, en termes d'histoire, vraiment... Transhumanisme. Ah oui, peut-être. Mais après, tu vois, même si... Non, Blade Runner, c'est fait pareil. Hein, Ouais, voilà. Même si t'as un bras robotique, au final, voilà, tu Je finis parle aussi... pas de bras robotique. Ouais. Je Tu vois, parle de transférer ta tu conscience tues dans ton un père endroit. avec ton bras robotique, ça revient au même, hein, c'est toujours le même Exactement. schéma. Après, j'ai plutôt tendance à dire que c'est quand même une vision de la société et d'une civilisation particulière à travers... parce que au final... De quoi tu parles pour Bah, que je suive le récit et le conte, comme Joseph Campbell a fait donc une sorte de résumé, de schéma, ça reste quand même symptomatique d'une certaine société. Est-ce que dans une société matriarcale où il y aurait des concepts complètement différents déjà de place de la personne dans la société et de son évolution,
Est-ce qu'on aurait les mêmes types de contes? En fait, je t'avoue que je maîtrise pas le matriarcat. Mais non, Du mais coup, je veux justement, bien que tu me le définis et puis qu'on en parle. justement, le alors. problème, c'est que notre société Moi j'ai quelque chose a pour pris le rebondir dessus là-dessus. partout, donc c'est pour ça. Et Ulysse veut rebondir. Parce Ulysse que revient. C'est ça, il arrive. lors de mon travail d'investigation très important hier sur Wikipédia, quand j'ai un peu regardé ce qui se passait sur le mythe, Notre maître à tous. oui, bien sûr, bien sûr. Eh ben, il y a une critique qui est souvent faite au mythe de Campbell. Et en fait, apparemment, la plupart des universitaires, des chercheurs qui travaillent dans ce domaine réfutent le mythe de Campbell. Parce qu'en fait, ils travaillent plus en termes de schème. Mais donc, ce que eux reprochent à cette vision-là, c'est que déjà, c'est fort individualiste. On voit un héros et toute sa progression. Et pourquoi est-ce que des sociétés primitives n'auraient pas voulu donner un autre sens à ces histoires? Peut-être... Enfin, du coup, plutôt que le héros qui évolue comme maintenant, on pourrait se dire, comme on l'a vu maintenant, on a fait plein de parallèles avec les différentes étapes dans nos propres vies, mais peut-être que on oublie souvent que les individus, enfin pas les individus du coup, mais les sociétés primitives n'avaient pas cette notion d'individu et que les histoires qu'on a retrouvées maintenant, on n'a pas les clés de lecture pour bien les comprendre comme ils le comprenaient à l'époque. Vraiment, en fait, ils délaissent le côté ethnographique. Il ne voit pas les différences entre les peuples et les différences de culture et toutes les petites clés qui pourraient dire totalement autre chose. Et lui, le voit avec ses yeux d'occidental du XXe siècle. Et du coup, il voit un individu qui va passer par plein d'épreuves pour s'affirmer. Mais c'était sans doute pas le but d'une société primitive que ces individus s'épanouissent en tant qu'individus. C'était un but de survie. Créer des histoires pour se mettre sous la protection des dieux, etc. Et pas du tout cette idée-là. Bah, tu vois quand même l'histoire de... si on prend l'exemple de tout à l'heure, donc avec les mammouths, ils vont se diviser parce que ça va leur permettre de survivre en fait. Donc tu as les enfants qui vont grandir jusqu'à ce qu'ils soient capables de chasser, de s'en sortir tout seul. Le mec prend son indépendance ou en fait se fait un peu virer du camp parce que sinon il va devenir le prochain chef et que le chef qui est actuel veut faire genre non, j'ai pas tellement envie que tu baises ma femme. Du coup le mec se casse et va former son nouveau village, son nouveau camp, son nouvelle tribu, peu importe, en prenant son indépendance et du coup lui va s'en aller pour survivre en fait. Tu vois, mais on garde quand même ce côté indépendance, mais d'une manière différente, effectivement, quoi, tu vois. Ouais, mais par exemple, là, c'est dans ce fonctionnement-là, mais imaginons une société une société primitive où le but est clairement la survie, où les conditions sont très dures et du coup, l'individu s'oublie pour la communauté et du coup, ce genre de récit, etc., elle peut être lue totalement différemment. Ça pourrait être... il peut s'individualiser parce qu'il part à l'aventure, mais ça se trouve, tu vois, par exemple, les cosmogonies, ça n'a rien à voir avec l'individu. On essaie d'expliquer pourquoi est-ce que les choses sont comme ça et quels dieux nous permettent de survivre sur cette terre. Et du coup, ça peut être décalé aussi. Je pense qu'il ne parle pas de cosmogonie, il parle vraiment du rite initiatique qui est peut-être apparu un peu plus après que les cosmogonies. À mon avis, les sociétés très primitives ont des cosmogonies pour pouvoir... Il faut que m'explique ce que c'est cosmogonie, oui, excuse-moi. Je suppose que c'est expliqué pourquoi la Terre tourne. Ouais, c'est ça, un peu naissance de l'univers, tu vois. C'est souvent le chaos au début, et puis le chaos, c'est plus trop du chaos, du coup il y a des dieux qui en découlent, et après ils font plein de dieux, et puis finalement la Terre arrive. Et du coup, j'imagine que les sociétés vraiment primitives, très communautaires, où il n'y avait pas de place pour l'individualité, avaient ces cosmogonies pour un peu mettre des mots sur le monde, dire cet arbre est là parce qu'il y a un dieu de l'arbre qui l'a planté là. C'est pour justifier les choses ou pour se rassurer non, je pense que, pour revenir à ce que François disait, par exemple, pour pouvoir, le besoin d'avoir des histoires, je pense que c'est important pour, nous on s'en rend plus compte parce que le travail est fait depuis des millénaires, on a une culture bien ancrée, mais si on peut pas nommer un arbre, c'est hyper compliqué. Si on peut pas appeler les choses par un tel nom, c'est très dur. Et même nous, maintenant, on a la science qui nous permet de comprendre un peu d'où ça vient. Mais je pense que l'homme a besoin de se dire, ok, ça c'est là pour une telle raison, et moi je suis là pour une telle raison. Et si tu laisses des hommes primitifs sans aucun but tout seuls, je pense qu'ils meurent, tu vois. Là, ils sont, en fait, à la communauté, ils sont liés dans cette communauté. Déjà pour la survie, mais aussi par les histoires qui se racontent. Ils disent, on a un peuple, on est arrivé parce que ce dieu-là... par exemple, il y a un truc qui me fait toujours beaucoup rire, c'est une anecdote, mais par exemple, le dieu égyptien, je pense que le premier qui sort du chaos, je pense qu'il se branle, et sa semence crée des dieux, tu vois.
Et du coup, genre, juste se dire ça et puis se dire, ouais, nous, on descend de semence de Dieu. Et genre, comme ça, ils disent, ah ouais, on a quand même un lien avec ce Dieu. Et du coup, tu vois, ils prient ces dieux, ils disent, oh, merci pour la pluie, merci pour tout ça. Et c'est aussi une manière de voir, ça permet d'expliquer le fonctionnement, même si c'est pas le bon fonctionnement. S'ils prennent des règles, par exemple, tu vois, les saisons avec les Grecs. Pour eux, c'était un dieu qui kidnappait une fille, qui l'amenait. C'est Hadès. Ouais, c'est ça. Du coup, il y en a plusieurs qui l'ont fait. Ouais, c'est ça. À chaque fois, ils se font kidnapper d'un endroit à l'autre et ça explique les saisons. Et au final, l'explication est pas la bonne. Maintenant, on voit avec la science. Mais cette histoire permet quand même de structurer. Et alors, quand tu la racontes aux enfants, ils savent que, ah oui, à cette période-là, vous devez commencer. Enfin, vous savez que les plantes vont pousser, vous allez devoir les récolter. Je pense que c'est des récits comme ça qui ont permis aux sociétés primitives de pouvoir se développer, construire un premier savoir sur leur monde. Parce que c'était avant les bouquins, et du coup les transmissions d'informations, les légendes, les contes, les histoires, c'est tout ça pour transmettre les informations. Il y a un super documentaire là-dessus, c'est Zeitgeist qui parle de plein de choses, mais la toute première partie j'ai trouvé super intéressante parce que ça démystifie un petit peu les religions. Bon, c'est très orienté pour les États-Unis, mais en fait vous savez c'est quoi Zeitgeist? Pas du tout. C'est un ensemble de documentaires. Bon, voilà. Je vais juste mentionner Zeitgeist parce que la première partie mentionne ce délire que les religions ne sont ni plus ni moins qu'un moyen de transmission du savoir astronomique entre les peuples. Et ça, tu dis, what? T'es là en mode, c'est juste génial ici. Et genre, en fait, Jésus par exemple, c'est Jésus, c'est Horus, c'est tout un ensemble de dieux qui sont la même personne. En fait, et c'est le soleil, enfin, c'est tout un délire. Donc, donc il écrit beau. Ouais, et donc par exemple, il démystifie l'histoire de Jésus et il montre qu'en fait non, son histoire, en fait, c'est une histoire qui existe depuis bien longtemps. C'est juste qu'ils l'ont mis en mode moderne et tout ça. Et donc il parle de comment en fait, pour le coup, les mêmes histoires reviennent et en effet de comment ça vient de l'astrologie. En fait, en fonction du donc Jésus, Horus et plein d'autres personnages dans des mythologies ont des points de sorte de coïncidence au niveau de leur histoire. Et donc, entre autres, en particulier, le 25 décembre, il y a des dates comme ça qui sont en fait les dates des équinoxes et donc des changements et des solstices, et donc qui font clairement référence au soleil en fait. Et en fait, ces idées, ces concepts qu'on a formalisés avec des êtres humains ou des personnages avec des têtes d'animaux chez les Égyptiens, c'est en fait une simple allégorie, c'est une métaphore du soleil en fait. Et donc en fait, et après toutes les petites histoires qui en découlent ne sont qu'en fait que des adaptations de leur savoir astronomique, donc qui part de Sumer et qui arrive jusqu'aux chrétiens. C'est quand même pas rien parce que à toute cette époque-là, il n'y avait pas de science, quoi. C'est les Grecs qui ont commencé un petit peu, mais les Sumériens avaient déjà un savoir astronomique de dingue, de malade mental, et de mathématiques aussi. Et a priori, c'était un des moyens de transmettre ça entre les civilisations, entre les peuples, entre les générations, quoi. Alors c'est intéressant c'est marrant parce qu'on arrive à tous les thèmes que je voulais aborder dans mon épisode solo sur les besoins des histoires. Donc on a parlé transmission de savoir. Initiation aussi on a parlé, j'ai l'impression que j'en oublie un. Ah oui, et le savoir astronomique, et donc connaître sa place, connaître son sens. Et du coup, ma question à ce niveau-là, et c'est un peu à tout le monde parce que tu as parlé de cosmogénie et tout ça, mais quelque part j'avais l'impression que finalement... Enfin, parce que tout est une question de... Enfin, savoir c'est quoi son rôle dans la société, et quelque part pour moi c'est aussi un rôle initiatique. Je me trompe peut-être, ou est-ce que c'est impossible d'avoir des histoires qui ne sont pas des rôles comme ça, qui ne sont pas des rôles initiatiques? Si je reprends la critique qui était faite, c'était l'individualisme. Mais une histoire, une cosmogonie qui te donne un peu l'arrangement du monde et qui donne ta fonction dans une société, c'est pas très individualiste. En fait, tu as l'individu qui se détache et qui va découvrir le monde. Et dans la cosmogonie, tu as l'idée du monde qui tourne et toi qui dois te mettre dedans. En fait, tu prends ta fonction dans ce monde et de façon plus petite dans ta société. Et du coup, je pense quand même qu'il y a une différence où là, c'est toujours pas en termes d'individu, alors que le récit initiatique, tu as le truc de Campbell, c'est vraiment avec une vision individuelle, enfin individualiste plutôt. Et d'ailleurs, juste pour rebondir là-dessus, l'individualisme, on le sent encore plus aujourd'hui avec ce système qui veut nourrir ce truc-là à fond, où le système de Campbell est poussé à son paroxysme. Aujourd'hui, on est quand même vachement dans des histoires où t'es l'élu, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? On est quand même vachement, t'es l'élu. Et avant,
encore quand t'avais cette notion d'élu, le mec il le savait plus tard, quasiment vers la fin, tu vois, et puis c'est la révélation, ah oui il faut que je fasse un truc, maintenant c'est tout de suite, dès la première minute tu sais que t'es l'élu quoi, tout est offert sur un plateau doré quoi. En fait j'aimerais bien, moi j'ai lu le livre, Le héros aux 1000 visages. Alors c'était complètement psychédélique, je comprenais rien, c'était hyper abstrait mais en même temps j'avais l'impression que ça me parlait au plus profond de l'âme et tout ce que tu veux. Et justement, je n'ai pas ressenti cette espèce d'individualisme, tu vois. Ce que je veux dire par là, ce que moi j'ai ressenti à ce niveau-là, c'est exactement ce que toi tu disais, le passage à l'âge adulte. Et donc de manière très abstraite, en fait il expliquait les énergies qu'un enfant qui est immature et qui est en fait dans le cocon de maman pour le début de sa vie, tout au début de sa vie, quelles sont un peu les étapes qui sont derrière le fait qu'il devienne la personne qui remplit son rôle en fait, tu vois. Moi j'ai plus vécu le livre comme ça, et justement donc ce que tu parles de dire ok la personne enfin se prépare à son rôle, c'est une initiation à être à ta place dans ton rôle. Et en lisant ce livre, moi j'avais ressenti ce truc de et donc typiquement les tribus qui par exemple emmenaient les petits jeunes garçons pour leur faire peur, et puis ils leur donnaient des drogues, et puis ils faisaient genre on est un monstre pour qu'ils apprennent la peur et apprennent ce que c'est et osent quand même se battre pour qu'ils fassent partie des guerriers par exemple, ou qu'ils fassent partie de quoi que ce soit. Tu vois, c'était le rôle des hommes, pour le coup, pour initier le gamin à sortir du cocon des femmes et du coup être mis dans le rôle de l'homme qui est guerrier, qui va chasser tout ce que tu veux, tu vois. Et oui, le but, c'était pas du tout, ah oui, toi, t'es un individu, on va faire de toi un roi. Non, c'était clairement, il est temps maintenant de passer à l'âge adulte, tu vois. Ok, parce que, après, moi, c'est une critique... Mais je connais pas toutes les critiques. Ah non, mais par exemple, je sais que quand les gens qui analysent des mythes voient plus les choses en termes de schème. Par exemple, un schème, du coup, ça, schéma. En fait, c'est. C'est vraiment plus long de dire schéma. Non. Mais je t'avoue. Oui, j'ai tout compris maintenant. Non, mais je vais donner un exemple parce que on se perd toujours en définition. Mais par exemple, dans la mythologie grecque, tu vois, la guerre des dieux. En fait, c'est un schème pour parler de la limitation des pouvoirs. Quand tu as, par exemple, à la fin, tu as Zeus qui règne sur l'Olympe, Hadès sur le Tartare et tout ça. C'est pas seulement une belle histoire que tous les enfants aiment bien, ça permet d'avoir un schème, une manière de parler de la séparation des pouvoirs. Et alors ça peut être c'est une manière de symbolique, analogie. Oui, c'est ça. Par exemple, quand tu vois là c'est très boiteux, j'en sais rien du tout, mais imaginons les cités grecques. Elles pensent à la séparation des pouvoirs dans leur appareil politique en pensant que leurs dieux ont différents rôles. Tu vois, en fait, c'est eux-mêmes. Après, imaginons que c'est eux qui créent leurs dieux et leurs traditions. Le fait d'avoir créé cette histoire-là, ça permet d'avoir l'idée de séparation des pouvoirs et de dire, oui, tout comme les dieux, nous séparons les pouvoirs parce qu'on voit ce que ça crée quand un dieu a tous les pouvoirs. Leur action, c'est ça. Et ça, c'est le schème de la séparation des pouvoirs. Il y a le schème de la parenté, le schème de la violence, qui peut se retrouver dans plein d'histoires. Et c'est plus sous cet axe-là que les gens qui étudient les mythes voient les choses. Ils ne voient pas vraiment tout un récit qui va... Du début jusqu'à la fin, il voit dans chaque histoire un schème qui est censé apprendre quelque chose sur le monde à celui qui écoute l'histoire. Comme par exemple là, la séparation des pouvoirs, ou le schème de la parenté, le schème de la violence et plein d'autres choses. Et c'est comme ça qu'il voit les choses plutôt que le mythe de comme Campbell voit les choses. Ça donne un cadre en fait. Pour moi les deux ne sont pas séparables, et je vais expliquer pourquoi, parce que sinon j'ai l'air con. C'est que lui il parle pas du tout de ça. Ce qu'il parle plus, c'est pourquoi est-ce qu'une histoire nous touche profondément. Ah oui, ok. Il y a un truc très intéressant. C'est quand tu t'identifies à un héros. Je sais pas où est-ce que j'ai vu ça. C'est en fait c'est donc là, je sais pas si c'était une vidéo, bref. Donc voilà, Joseph Campbell, etc. Et puis au bout d'un moment, il y a cette petite idée de, mais en fait, qui c'est qui s'est vraiment identifié au héros d'une aventure? Et là t'es là en mode, ah ouais, c'est vrai, parce que des fois t'as des gens tu vois, par exemple le Seigneur des Anneaux, qui s'identifie à Frodon, cette coquille vide qui n'a pas de personnalité, qui subit tout. Non, Frodon c'est le héros. Ouais. Non, c'est Sam, c'est lui qui change à la fin. Non, le héros c'est pas Sam, le héros c'est Frodon, c'est celui qui porte l'anneau. C'est celui dont la mission est de... Alors l'émission et les deux acteurs disaient qu'en fait... Oui, mais ça c'est de l'interprétation. Le mec qui est le plus en avant dans l'histoire... Il faut définir le héros dans différents termes.
il y a les personnes qui sont importantes, mais le héros, c'est la personne qui porte le point de vue du public. C'est-à-dire la personne à laquelle tu t'identifies et dans le personnage dans lequel tu rentres. Non, quand justement, tu c'est vis de ça dont je veux parler. Que ce soit Frodon ou Sam, c'est pareil. C'est la même chose. Qui s'identifie vraiment à la personne qui est mise le plus en valeur par l'histoire et par le récit? En fait, pas grand monde. Juste les personnes qui ont à la limite le plus de problèmes au niveau de leur ego ou ce genre de choses. Moi, par exemple, mon personnage préféré, c'est pas du tout Frodon, celui auquel je m'identifie dans Le Seigneur des Anneaux. Et je pense que si vous réfléchissez un petit peu à des, je sais pas, ça peut être des comics, n'importe quoi, même au niveau des d'ailleurs, c'est intéressant à quel point ça rigidifie aussi les identifications de passer du polythéisme au monothéisme. C'est que quand t'as plein de Le Seigneur des Anneaux, ce qui est cool, c'est que tu as énormément de personnages, tu as énormément de personnes qui sont très puissantes, qui ont beaucoup de caractère et qui ont chacun leur rôle, et tu peux faire une histoire, un film sur chaque personnage selon leur point de vue. Mais à chaque fois, tu ne seras pas forcément en identification totale avec cette personne-là qui est le plus mise en avant, avec laquelle tu suis le chemin. Moi, par exemple, mes personnages qui seraient le plus, que je préférerais plus, seraient plus Gandalf ou Aragorn ou peut-être même Sauron lui-même, tu vois. Dans le film, en tout cas, dans le bouquin, parce que je me rappelle plus trop. Ouais, c'est vrai que les personnages sont un petit peu différents, mais c'est juste pour Gandalf, soumettre c'est ça, clairement que le l'identification ne se fait pas forcément. Ça m'intéresse ce que tu veux dire, Damien. Gandalf, c'est clairement le mentor, quoi, tu vois. Clairement. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que comme mentor, lui, il va se déconstruire et se reconstruire. Mais peu importe. Oui. Mais il suit aussi un chemin de mort et résurrection. Pour reprendre le Seigneur des Anneaux, parce que je crois que c'est un truc que la plupart des gens connaissent. Je suis d'accord avec toi dans le sens où Frodon c'est le héros, mais en même temps, Sam aussi un petit peu, tu vois. Et tu as ce côté, on part vraiment d'une situation actuelle normale et assez cool. Quelque chose vient qu'on peut pas refuser, genre tu vas devoir sauver le monde, sinon c'est la fin du monde, t'es le seul qui puisse le faire. Ah ok. Et du coup, il va avoir ces étapes il va changer, il va être attiré, il va avoir des modifications obligatoires pour pouvoir finir ce qu'il doit faire. Et il y aura ce côté, dans tout cas dans le bouquin, retour chez lui, et tu vas devoir continuer à vivre avec la répercussion de ta réussite ou de ton échec, dépendant de l'histoire en tout cas, quoi. C'est ça. Et par exemple, quand on parlait tout à l'heure de ce que les gens vont pouvoir transmettre grâce aux histoires, grâce aux dieux et aux images, aux dieux et aux contes qu'ils vont avoir en connaissance pour pouvoir transmettre ça aux générations suivantes. Tu vas avoir aussi l'auteur en fait. Donc pour moi, les religions, donc, comme tu as cité tout à l'heure, avec vraiment Ra qui est en même temps Jésus et ainsi de suite, c'est ça? C'est Ra et Jésus? C'est plutôt Horus, mais c'est pas grave. Horus et Jésus, désolé. En tant que personne, tu vas faire ok, moi j'ai compris ça, mais je vais transmettre quelque chose à mon fils ou à ma fille, peu importe. Et du coup, je vais me servir de ces connaissances-là pour inventer une nouvelle histoire pour qu'eux puissent comprendre, tu vois. Ouais. Et donc, pour moi, toutes ces choses qui sont découlées, qui viennent du coup des légendes, des histoires qui peuvent prendre une expansion incroyable si le mec a de l'autorité ou des gens pour l'écouter. Et en fait, c'est ce que font les auteurs de maintenant, tu vois. Ils vont prendre toutes ces connaissances qu'ils ont, ces inspirations à gauche à droite de mythes en fait qui se rejoignent et qui s'entrecroisent, et ils vont inventer de nouvelles histoires pour que du coup ça nourrisse ce flux de mélange de mythes qui vont vraiment arriver chez nous dans nos oreilles et qui vont bercer notre imaginaire, notre vie et nos choix, avec des phrases du style, tu sais, genre pour grandir il faut que tu réussisses à affronter tes peurs, tu vois. Chose qui va se retrouver dans mille et une œuvres, mais que tu vas pas forcément retenir parce que ça a été vu dans un bouquin d'histoire il y a 200 ans, mais plutôt parce que dans le film de machin truc que tu as vu la semaine passée, il y a le gars qui fait ouais, il faut vraiment affronter ses peurs, et du coup toi ça va te toucher, tu vois. Tout comme quand il lit son bouquin qui lui paraissait totalement psychédélique, et que lui a compris là-dedans que c'était l'évolution de la personne en tant qu'adolescent qui va devoir devenir adulte. C'est parce que ces mots sont assez larges, comme l'astrologie, merci, pour pouvoir faire en sorte que quand tu les lis, tu comprennes des choses, et que du coup, toi, ça te serve, et tu t'inspires en fait des choses que tu connais, pour pouvoir comprendre et en retenir une leçon, parce que chacun veut apprendre, et du coup, quand tu lis les choses, tu essaies de grappiller les informations pour pouvoir évoluer en fait. Tu vois ?
Mais là, dans le cas d'un récit, d'une histoire, est-ce que c'est vraiment des informations que tu cherches? Non, c'est plutôt des inspirations. Ouais, mais les inspirations vont t'apprendre des choses de toute façon. Oui, ça passe par des infos, mais c'est pas. J'aimerais bien l'information ajouter pure, une ce que tu petite veux dire. info, enfin deux. Je me suis un peu emballé, mais tu m'as compris. C'est un truc qui est très important aussi, j'avais l'impression en écoutant, enfin en lisant Campbell, c'est que c'est le concept de changement qu'on n'a pas beaucoup parlé, la transformation. Ben oui, parce que une fois que le héros revient chez lui, il est transformé, il voit plus C'est le ça, monde de la même façon. C'est l'aventure Ce qui est et la très bien fait dans le transformation. Seigneur des Anneaux. Et justement, et la différence qu'il fait entre le héros, alors lui il utilise un héros pour simplifier, mais c'est tous les héros d'une histoire, c'est que quelque part il se transforme. Et donc il y a certains personnages qui se transforment, il y en a certains pas. Je pense à Gimli. En fait, c'est plus ou moins le même archétype du début jusqu'à la fin. C'est genre le nain qui s'amuse et qui fait genre avec Legolas et il se passe. Il se passe quand même des choses pour lui, quoi, tu vois. Il change quand même. Il a rencontré Putain, en fait, il déchire Tolkien. Non, mais Tolkien déchire. Il reste fait tous des lui-même. personnages qui évoluent. En fait, c'est pas compliqué. La transformation est à la hauteur des perturbations que le héros a vécues, en fait. Ah ouais. Genre, le mec qui doit finir dépressif toute sa vie, c'est Frodon, parce que c'est le mec, il en a pris plein la gueule. Et Sam, les deux là, ils en ont pris tellement dans la gueule que eux, c'est les plus. T'as l'impression qu'une fois qu'ils sont rentrés chez eux, ils vont plus dire un mot de leur vie, tu vois, tellement ils ont pris. Ouais, ça, surtout quand ils rentrent, le village est fait défoncer par Grima et tout, et que du coup ça fait genre, tu sais, grosse maldose quoi. Non, mais tu vois, tu prends Jean Gimli par exemple, ben lui ça reste un nain, genre dans cet état d'esprit de les nains n'aiment pas les elfes, machin. Il y a un autre truc qui se passe pour lui, c'est qu'il rencontre la reine des elfes et que lui file un cheveu, quoi, tu vois. Un cheveu pour pouvoir, je sais plus ce qu'il fait avec ces cheveux-là, mais pour faire une corde, un truc comme ça, peu importe. Ah oui, il Mais rencontre c'est une genre, déesse, quoi. Oui. c'est un cheveu, la reine des elfes, quoi, tu vois. Pour lui, c'est un truc de fou, quoi, tu vois. Ça, c'est son rencontre avec la déesse, donc. Ouais. C'est genre waouh. Cette énergie de rencontre de la déesse, c'est souvent une énergie de waouh. C'est genre Harry Potter qui rentre pour la première fois dans l'école de magie et il voit tous les trucs voler. C'est genre oh putain, c'est quoi qui s'y passe? Mais si on parle de film, je sais que toujours sur Wikipédia, apparemment. Des bonnes bases, hein, bon pote. Faut de ces bonnes bases. Très, très important pour bien faire les podcasts. Genre, George Lucas a dit qu'il avait utilisé cette histoire-là pour faire Star Wars, et c'est vrai que c'est assez intéressant et c'est une manière de bien structurer une histoire. Star Wars, c'est du repompage de partout. Hein. Il y a la mythologie de Jésus. Le gars s'est inspiré de plein de trucs, tu vois. Tu peux pas tout artiste. Mais surtout quand tu fais une saga. Quand tu fais un truc qui est plein avec plein de personnages et tout, t'es obligé de te nourrir de trucs très denses, quoi. T'as vu le nombre de planètes qu'il a dû inventer, mec, quoi, tu vois. T'as vu le nombre d'univers, de machin, tu m'étonnes qu'après. Et le mec a tout créé de zéro, quoi. La planète là-bas, ça va être une planète avec de la forêt. Hop, il y a la forêt partout, il y a la forêt partout, ça fonctionne. Mais au fond, est-ce que c'est vraiment de l'innovation? C'est des séquoias, hein, c'est pas n'importe quelle forêt. Attention. Mais là, la question que je me pose, ok, il fait des planètes tout à fait différentes, mais tu parles, ok, cette planète, ça va être de la forêt, cette planète, ça va être un désert. Au fond. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il s'est inspiré plein de choses à gauche à droite et qu'il a forcément dû déléguer du boulot pour faire genre, ok, donnez-moi vos idées, inventer 500 races qui servent à rien pour la mettre dans une cantina, tu vois, et accepter plein de conneries. Il a pas créé son truc tout seul, il a été aidé? Le mec, il peut pas inventer ça tout seul. Ah, ok, je pensais qu'il avait. Et de fils des déguisements, des créateurs, des gens qui font la musique en plus, il peut pas tout faire tout seul. Ah oui, mais une fois qu'il fait le film, mais le scénar, la mythologie, enfin c'est. Oui, la mythologie, je pense pas qu'il a été aidé. La mythologie, pas de problème, Ouais. tu vois, mais il y a plein de races, de trucs comme ça qui vont se rajouter. Ah oui. Et du coup, quelqu'un qui va lire ce truc-là ou voir ce truc-là va faire D'accord. ok, je vais faire une proposition d'histoire Oui, en c'est plus. ça. Tu vois, et du coup, il va inventer une nouvelle chose. C'est le principe de Marvel, quoi. Tu vois, Avec sa compagnie, Lucas. Toi, tu prends Marvel, c'est les Ultimate, l'univers Ultimate. Donc Stan Lee a fait genre, il n'y a pas de problème, vous pouvez inventer ce que vous voulez dans l'univers de Marvel. Ultimate, c'est le reboot, c'est ça? Ultimate, c'est ce que je suis en train d'expliquer en fait. Ouais. C'est Stan Lee qui a fait. C'est pas dans mon monde de base, c'est dans un univers alternatif. Mais dans l'univers Ultimate, vous faites ce que vous voulez. Ouais, donc s'il y a un gars qui veut craquer, inventer une histoire en faisant Batman, machin truc, ou qu'est-ce qui se passe avec Spider-Man et Wolverine en même temps, faites tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais c'est dans l'univers Ultimate. Dans l'univers Ultimate, vous faites ce que vous voulez. Okay. Du coup, tu vois, tu permets aux gens d'imaginer et se servir en fait des inspirations qu'ils ont pour pouvoir créer, quoi, tu vois. Donc, les lecteurs ont été préparés à cette notion de dimension, donc ils peuvent transposer ça. Tu peux savoir si c'est canon ou pas canon, mais en attendant, tu as plein d'histoires et ça nourrit le public et l'auteur a l'autorisation de faire ce qu'il veut et du coup peut se lâcher, utiliser ses inspirations pour créer de nouvelles choses
Et ces choses-là vont inspirer d'autres lecteurs qui vont eux-mêmes devenir des écrivains et vont continuer à faire les choses, tu vois. Et c'est pour ça que c'est comme ça que ça se propage, quoi, tu vois. Le pouvoir des comics, c'est assez dingue, hein, et on voit que c'est ça qui commence à se produire aussi avec les jeux vidéo. C'est quand tu commences à avoir des mythologies qui sont reprises par une communauté d'auteurs, des auteurs qui arrivent, des auteurs qui meurent. Tu te retrouves avec une sorte de méta-histoire complètement dingue, et je trouve que ça, c'est beaucoup plus sain qu'une bête histoire simple où au final t'as pas grand chose à laquelle te raccrocher. C'est assez limitant par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est assez limitant en fait au niveau de l'esprit, alors que quand t'as quelque chose qui foisonne de partout, qui va dans tous les sens, avec des personnages qui peuvent être secondaires dans une histoire et puis qui viennent prioritaires dans une autre, et puis cette notion de dimension aussi, où un même personnage peut vivre des choses complètement différentes. Il peut être gentil dans un univers et méchant, le pire méchant dans l'autre. Par exemple, ce personnage de Dark Phoenix, Jean Grey, c'est un truc de fou. Enfin, moi je trouve ça incroyable d'avoir créé ça, quoi. Parce que tu vois, au niveau de la conscience des gens, ça change beaucoup de choses dans ta mentalité. Ça existe déjà dans le comics, mais par contre, tu prends Kratos qui est censé être un pauvre guerrier, ou, je sais pas quoi, enfin, ou un guerrier important, mais genre un mec, quoi, tu vois. Le gars, il va quand même buter Zeus. Ouais, mais il est quand même craqué. Dans la mythologie, je sais pas à quel point il est balèze, mais est-ce qu'il existe vraiment, Kratos? Est-ce qu'il existe? Ok, il existe. Ah, je savais pas ça. Je crois que c'est genre un général, un truc comme ça, quoi, tu vois. Ah oui, c'est un bête gars, ok, d'accord. Mais dans les... si j'ai pas de conneries, hein. Mais en tout cas, je suis pratiquement certain qu'il existe vraiment dans la mythologie. Dans la mythologie grecque. Ouais, c'est ça. En tout cas, il existe dans nos mythologies. Kratos, big up. Moi, t'existes pour moi. Il a clairement pas buté Zeus. On pense à toi, Kratos. Il a clairement pas buté Zeus ni Baldur, quoi, tu vois. Genre, et il le fait pourtant, tu vois. Et c'est ça qui est cool. Désolé pour le spoil. Ça va, on n'a rien entendu. Ça va, il est sorti depuis longtemps ce jeu. Oui, il est sorti depuis quoi, 2 ans, 3 ans. Il y a prescription. Mais je voulais proposer un truc. Oh merde, j'ai oublié ce que je voulais proposer. Ah oui, vous connaissez Neil Gaiman? Non. Pas encore. Alors, c'est le gars qui a écrit American Gods. Bonne réponse. Donc, c'est un gars qui fait. American Pie? Non, American Gods. Vous voyez la série. Oui, bon, en fait, c'est des dieux. En fait, c'est quoi le concept? Bon, soit. Il a écrit plein de trucs et juste le limiter à ça, c'est un peu dommage. Mais lui, il a dit un truc que je trouve intéressant. Il a dit quelque part, le moment où tu t'appropries vraiment un mythe ou une histoire, c'est le moment où tu commences à le raconter à ta propre façon. Parce qu'alors il n'est plus dans les carcans où cette histoire n'est plus limitée par son passé, mais elle devient actuelle par rapport à toi et par rapport à ce que toi tu racontes et ce que toi tu apportes. Donc le narrateur fait le même chemin que le héros lui-même en fait. C'est exactement ce qu'on fait en fait. Ah oui, mais c'est clairement ce que je suis en train de dire. Et quelque part, pour revenir à ce que tu disais sur Marvel, c'est que lui il proposait ça. Et du coup, oui, j'essaie de faire une espèce de grosse synthèse en disant, et au fond, quelque part, l'origine, l'histoire de base, qui est ensuite, qui est peut-être le monomythe ou pas, quelque part, en fait, c'est une sorte de déclinaison de ça, ou d'une première histoire qui serait venue. Et du coup, selon vous, elle ressemblait à quoi? Mais c'est la nature, c'est ce que les gens vivent au quotidien, qu'ils essayent d'expliquer, et de donner un sens. Je pense que c'est ce qu'on disait au début. La première histoire. Mon avis, histoire, qui s'est décliné, qui s'est ensuite que chaque personne s'est approprié à raconter à sa façon. C'est un mec qui a exagéré d'office. Il y a un mec qui a dit c'est moi. Ça c'est moi ça. Non, on a vu un mammouth mort. Ouais, bien sûr, c'est moi qui l'ai tué. Ouais, je l'ai fait. Ouais. Bon, les autres ils m'ont un petit peu aidé, mais. Chercher des fruits dans les bois. Sans moi ils auraient jamais rien fait. Mec, moi je te dis pas. J'étais dans la montagne. Il y avait un buisson en feu et il m'a parlé quoi. Je te le dis. Attention, dangereux. Mec, qu'est-ce que t'as fumé? Bah le buisson. Et puis à un moment, tu vois, la mer, elle a été séparée en deux, et puis on a... Bon, pardon. non, mais bien sûr, mais c'est... Qu'est-ce que t'as fumé? Des trucs hyper grotesques, c'est clair que c'est... Mais je pense que c'est jamais quelqu'un qui rentre et qui dit « Ah, vous savez, je parlais avec des dieux, c'était super sympa, vraiment, il m'a donné plein de bons conseils. » Et à mon avis, c'est des histoires qui passent depuis des temps dont on se souvient plus. Et je pense que l'important, c'est pas de se souvenir de la première histoire, c'est de voir qu'il y a une constante et toujours la même histoire. Et bon, après, je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou si c'est un peu triste parce que ça veut dire qu'on est genre des grands-mères radotantes et qu'on raconte toujours la même chose avec des variations, tu vois, que ce soit genre avec un mammouth ou avec un vaisseau, tu vois. Mais au final, s'il y a une constante, on peut rien y faire, on est obligé de jouer avec et d'essayer de créer. Ça, c'est vraiment une question que je me pose. Est-ce qu'on peut sortir de ce schéma? Est-ce qu'on peut créer quelque chose de vraiment nouveau? Du coup, la question, ça se fait step by step. Propose une idée de comment faire. Mais moi, j'ai un peu pensé à ça, et le seul exemple que j'ai trouvé comme histoire racontée différemment, c'est Fondation de Asimov. Ouais. Parce que là, il prend plus le... Ça, je l'ai pas encore lu, mais il paraît que c'est un truc de dingue, ça. Hein. Ouais, c'est vraiment incroyable. Mais justement, là, ce qui est incroyable, c'est qu'il prend pas
le choix de prendre un héros et de le suivre. En fait, il suit toute une civilisation. Du coup, c'est assez intéressant parce qu'il y a du coup des héros pour les commodités de l'histoire, mais ils sont vite oubliés parce que vu qu'ils vivent 100 ans et que l'histoire se déroule... T'as lu combien d'Asimov ? Je crois que j'ai lu les 3 premiers Fondations parce qu'après c'était des sortes de reboot où il y avait plus ce côté intéressant. Mais il y en a 5 qui avancent. Hein. Ah oui, avant ça. Donc il y en a 7 en fait. T'as le premier qui est exactement ce que tu dis. Puis t'as le deuxième, en effet. Ouais. Enfin, les deux suivants, et puis t'en as encore. Moi en fait j'ai lu les 3 parce que j'avais vraiment bien aimé ce truc de pas suivre de héros et de suivre toute une civilisation et comment elle évoluait. Et puis après on m'a dit oh non, ça après ça revient sur des héros et je trouve que ça perdait l'intérêt. Que le truc qui m'a vraiment fait waouh, c'est incroyable quoi. Une histoire sans héros où on suit vraiment une civilisation. Et ça c'est le seul exemple que j'ai trouvé maintenant qui sort de ce schéma un peu, mais après, bon, on peut quand même transposer ça et se dire que c'est l'évolution de la civilisation qui passe par une mauvaise passe et qui se relève, et de là, une leçon est tirée. Mais du coup on retombe toujours sur la même chose, quoi. Donc, au final, les hommes, tu vois, parfois, ils sont mal, c'est chiant, et puis ils trouvent une solution, ils sont de nouveau bien, puis ils en tirent une leçon, et puis ça recommence indéfiniment. C'est un peu terrible, tu vois. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, si on peut... C'est un peu le cycle de la vie, non ? Oh, waouh. Enfin, c'est justement ça c'est le sujet de son pamphlet. Oh, je dirais pas jusque là. Justement, c'est ce que pourquoi est-ce que c'est le cycle de la vie et pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le briser, un truc comme ça, quoi, tu vois. C'est ça ta question. Plus ou moins. C'est une bonne annexe. Moi, je mettre à des IA. Un chum. En fait, justement, mon commentaire, c'est exactement la dernière phrase que tu allais dire, c'est que ouais. Il n'y a pas au niveau des héros, ça ne suit pas au niveau des héros cette structure, mais au niveau de... La progression. Au niveau du concept, ça suit le truc, parce qu'en fait ça commence, donc Fondation, ça commence avec le gars qui dit on va rentrer dans un crash, dans un monde qui est totalement bizarre, et tout ce que moi je vais faire en termes de mathématiques, tu vois, ça va être pour que le temps du Moyen-Âge, le monde spécial, c'est-à-dire quand tu passes les seuils, le monde spécial, pour qu'il soit le plus court possible, et donc pour ça il faut faire certains trucs, tu vois. Et une fois qu'il rentre, donc il y a toutes ces révolutions-là, tu vois, c'est qu'en fait ça suit les mêmes structures, et donc plus loin, tu vas voir qu'il y a une rencontre avec le père, plus loin il y a une apothéose, plus loin il y a ceci, et plus loin... Enfin, c'est qu'en fait les énergies de toutes ces différentes étapes se retrouve dans Fondation. C'est juste que ça se retrouve pas du point de vue du héros, mais en effet du point de vue d'une société. Et c'est ça que... Alors là, je me pose la question, est-ce que c'est une innovation ou pas ? Parce que je me dis que l'Odyssée ou l'Iliade, c'est un peu ça aussi, peut-être. Enfin, je sais pas. Ouais, je connais pas assez. Mais alors, oui, si c'est juste une transposition, c'est original, mais alors ça veut dire qu'on est vraiment bloqué dans ce schéma-là. Est-ce qu'on peut raconter quelque chose d'autre ? Enfin, sans doute, peut-être que c'est la seule chose qu'on vit. Enfin, c'est vraiment l'histoire de notre vie, et que vu qu'on raconte à partir de ce qu'on a vécu, c'est tout le temps une constante et on ne pourra pas sortir de là. Je vois pas ce qu'on peut raconter d'autre au final. Pourquoi tu es défaitiste comme ça ? Je suis pas défaitiste, mais en parlant de ça, je me pose vraiment la question, est-ce qu'on peut sortir de ça ? Mais ça me paraît impossible. En fait, là, quand j'y pense, je vois pas de moyens. Il faudrait un changement majeur dans le sens où, vu qu'on grandit, qu'on devient parent pour la plupart d'entre nous et qu'on meurt, ces 3 choses-là sont mais ce serait trop violent, parce que si tu racontes tout de suite une histoire qui est en dehors de ses carcans, personne peut vraiment peut rentrer dans ton histoire. Mais comme le héros fait, enfin, quand t'as une histoire, un épisode d'un héros, en fait tu pars d'un point, tu tournes, mais en fait tu ne retournes pas au point, c'est pas un cercle, c'est une spirale, tu t'es un petit peu décalé. Et l'auteur il fait ça aussi, il apporte une variation. Et le XXe siècle a apporté beaucoup de modifications à ce niveau-là. Marvel en est un très bon exemple. Hollywood aussi dans une autre forme de valeur, mais ok. Et donc en fait, c'est juste un système de spirale où on va modifier un petit peu ton système narratif. Donc ça ne peut être que progressif à ce niveau-là. Donc le défaitisme, à la limite, je pourrais le mettre à ce niveau-là. Genre, est-ce qu'on pourrait pas accélérer les choses ou mais non, parce que je pense que les gens ne suivraient pas, tout simplement. Parce qu'on vit quand même dans une société qui est encore plus, un système qui est encore plus économique et qui fonctionne sur les masses. Donc si en plus ton truc ne fonctionne pas sur un nombre significatif de gens, tu vas pas exister. Donc ils vont pas s'identifier, du coup ils vont pas prendre les leçons, ils vont pas aimer, tu vois, ils vont pas consommer, ils vont pas acheter, quoi, tu comprends. Mais non, mais moi c'est vraiment un exercice de pensée. Je me demande, est-ce que c'est possible ? Est-ce que là maintenant, si on se dit on s'en fiche si ça se vend, on s'en fiche si quelqu'un le lit, et qu'on se dit ok, il faut qu'on sorte de schéma, on essaie d'écrire une histoire avec, est-ce qu'on réussira ? Tu prends genre Peter Pan. Il y a moyen. Tu prends genre Peter Pan. Ouais, c'est toujours le même schéma.
Oui, bien sûr, mais le gars ne revient pas chez lui ou le gars n'évolue pas autant que ça, quoi. Tu vois. Oui, c'est une variante, tu vois. Effectivement. Où tu prends le jour sans fin. Hop. Dans les films, les histoires en relation à plutôt tout ce qui est horreur, fantastique, horreur aussi, on sort aussi pas mal de ces trucs-là, quoi. Il y a. Alors. C'est-à-dire que, oui, ça j'ai peut-être pas assez énoncé. Chacune des étapes là, elle doit être passée de manière, successful. Donc, si tu réussis à la passer, tu passes à la prochaine, tu vois. Mais si tu réussis pas, tu tombes dans autre chose. Typiquement, si tu rencontres le père. Le moment au milieu de l'histoire où tu rencontres l'hydroporité, tu vas contre, mais que quelque part t'as pas des bons arguments, ou tu n'utilises pas l'outil que la déesse t'a donné, ou que tu t'affirmes pas bien ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui se passe? Le père il te tue en fait, tu vois. Oui. Tu vois. Et ce que je veux dire par là, c'est que chaque étape, ça peut s'arrêter à chaque étape en fait, tu vois. La personne qui rencontre le mentor mais qui veut pas passer le seuil et qui veut simplement faire des entraînements chez lui, il commence pas son aventure, ça s'arrête là, quoi, tu vois. Et puis ce n'est pas forcément positif non plus, ce trajet. Je veux dire, je pense par exemple à Hamlet, quoi, tu vois. Donc c'est le gars qui veut. Vous connaissez un peu l'histoire d'Hamlet, non? Un petit peu, ouais. Non, mais attends, je vais prendre une que tout le monde connaît. Il prend un crâne, non? Il prend un crâne, en effet. C'est tout ce que je sais. C'est déjà pas mal. Non, mais je vais voir. Bon, disons que la tragédie, tu vois, ça suit aussi un peu ce courant, mais ça le suit d'une autre façon, parce qu'au lieu en fait de régler un problème, tu pars d'une situation qui est plus ou moins en équilibre, mais tu te laisses tenter à faire un truc que tu sais que la société n'aime pas. Roméo et Juliette, c'est aussi un peu le même délire, c'est une tragédie un peu. Ouais, sauf que à ce niveau-là, Roméo et Juliette est spécial parce que Roméo et Juliette, d'une certaine façon, ils savent, ils ne font pas des trucs dégueulasses en fait. Tu vois, ils sont dans l'énergie de vie, dans l'énergie de, on va vers l'unité. Tu vois, c'est l'autre famille derrière qui crée la tragédie et qui fait le mal. Tu vois. Ouais. À ce niveau-là, c'est assez spécial. Ils ont des relations sexuelles avant le mariage quand même. Je suis désolé, mais chaud, ça, c'est dégueulasse quoi. Enfin, je sais pas si c'est vraiment décrit dans la pièce. C'est pas décrit, mais moi je pense qu'on peut l'interpréter. Je crois qu'on a compris. Ça, c'est ton interprétation. Non, mais regarde, deux jeunes adultes qui s'aiment et quand ils se retrouvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lisent pas des poèmes pendant des heures. Le mec, ok, il y a un moment, il était beaucoup en bas de sa fenêtre en train de faire machin, mais il y a un moment, elle a craqué. C'est pas toujours comme ça. Regarde, tu prends Astérix, Obélix, c'est deux moustachus qui habitent dans une maison avec un chien. Ils sont pédés. Mais oui, mais bon, c'est jamais expliqué donc. Non, par contre, je vous interdis de dire ça, par contre. Non, vous ne touchez pas à Astérix et Obélix. Attention. Non, mais il faut se rendre à l'évidence. Entouré de Romains en armure et bodybuildés, encerclés. Non, au secours. Sortez-moi de là. François, fais quelque chose. Oui, je vais proposer autre chose alors, parce que j'ai plein de trucs à proposer. L'inconscient collectif. Ça vous dit quelque chose? La quoi? L'inconscient collectif de Jung, ça vous dit quelque chose? Le quoi? Pour revenir à ce que toi tu disais. J'ai encore vu ça sur Wikipédia que notre ami Campbell c'était basé sur les travaux de Jung qui a travaillé avec Freud lui-même. Ouais. C'est la psychologie. Oui, c'est de la psycho. En fait, comme moi j'ai lu ça je sais plus c'était quoi exactement l'article, mais j'ai lu l'article de Jung qui parlait de ça. Et en fait, comme lui il expliquait ça, c'était en mode regarde, tout comme c'était avec toi? Non, c'était avec Mathieu qui faisait chier là-dessus la dernière fois. C'est comme, tu vois, tu as des humains qui naissent, plus ou moins tous les humains qui naissent, ils ont 2 yeux, un nez, au même endroit, des oreilles, 2 jambes, 2 bras. Malheureusement. Au niveau de l'énergie, au niveau psychique, on a tous le potentiel à la joie, on a tous le potentiel à être déprimé, on a tous le potentiel à la colère. Et là, ça va un peu plus loin. Et pour le coup, on a tous le même fonctionnement en termes de réflexion et en termes de structuré. Là, je regarde Elias profondément. Tu as bien vu la vidéo de Bobby McFerrin, où il va sur TED et il commence à chanter il fait ça partout. La gamme pentatonique. Et comment en fait la gamme pentatonique, c'est un truc que tout le monde comprend sur Terre. Mais ça c'est petit, ça. Bobby McFerrin, il fait chanter des stades entiers en chœur qui fait des lignes différentes. C'est un truc de malade mental, Bobby McFerrin. Donc voilà. Donc au niveau musique, il fait chanter les gens sur Ave Maria. Et par-dessus, il chante le prélude du piano et il improvise encore par-dessus. Mais il fait des trucs de malade mental. Mais il s'adapte
avec comment dire, Bobby McFerrin, c'est un mec qui a un... Bon, je vais un peu loin sur Bobby McFerrin, je te laisse finir. Vas-y. Mais ce mec, il sent les gens. Il sent leur culture, il sait où il est, il sait dans quel type de prestation il est, et donc il sait jusqu'où il peut aller. Donc dans TEDx, de cette fameuse conférence où il saute, en fait il est sur scène, il se met debout, donc il y a plein de gens assis, machin, ça fait blablabla, puis à un moment Bobby McFerrin il fait bon, je vais vous montrer. Il se lève, et donc les gens, quand tu as un public et tu vois une scène, c'est un plan. Ok, c'est un plan. Donc Bobby McFerrin crée un deuxième plan en se mettant devant la scène. Et donc il n'y a que gauche-droite. Ok. Et donc en faisant ça, il se met tout droit et puis il saute sur place en chantant une note. En chantant sur place. Et quand il saute, il chante la note. Il fait quand il pose les pieds. Et puis donc il fait chanter les gens. Puis après il saute juste à côté. Il fait un petit pas. Il descend d'un cran. Et puis les gens le font. Il fait jouer sur 2 notes, 3 notes. Et puis au bout d'un moment, il commence à sauter enfin, il saute dans une direction sans prévenir les gens. Et les gens chantent la bonne note. Il chante la quinte parfaitement. Donc c'est do da do da 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 do da do da 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 do da da da. T'es pas Bobby McFerrin. Bon, je suis pas Bobby McFerrin. Ouais. Mais en gros, ce qu'il a prouvé, et puis les gens, ils sont tout de suite tombés sur la quinte parfaitement, tu vois. Donc c'est un truc en mode, ah tiens, au niveau de l'inconscient, on connaît tous cette note-là, tu vois. Et donc, voilà, en fait, je voulais... Mais ça m'a pas parlé, tu m'as refait. Mais non, mais c'est pas grave. Regarde la vidéo, tu vas voir, normalement, tu vas tomber dessus. Je crois que si je me souviens bien, il fait donc les trois notes de la tierce majeure, là. Da, 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 1, 2, 3. Et en fait, il descend. Il fait da 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 da, et celle-là t'aurais da, et il va même chercher celle-là, et puis da da da, il descend, et tout ça il l'a pas dit en fait. Bon, et les gens le devinent, alors que c'est pas évident quoi. Tout ça c'est des calculer quoi. En fait, bon, ça c'est des détails techniques. Le fait est que un public qui à première vue n'y connaît rien en musique chante parfaitement une note qu'il pouvait pas deviner quoi. Tu vois, il avait pas encore chanté cette note. Pourtant, en faisant le saut et en montrant la distance de cette note, ils ont direct capté c'est laquelle, tu vois. Et donc c'est intéressant parce que je me dis tiens, et donc purement même au niveau musical, des objets inanimés qui parlent à ton cœur, qui te font faire des émotions et tout ça. Et donc c'est intéressant comment il y a des trucs qui sont programmés à nous, qui sont la même chose pour tout le monde, tu vois. Et donc voilà ce que j'allais proposer, vous le voulez arriver. Tiens, au fond, est-ce que finalement toute cette espèce de monomythe, ça parle à quelque chose qui est profondément en nous, à quelque chose de structure profonde qui est en nous. C'est très profond, ouais. Bah, pour continuer juste dans l'exemple de Bobby McFerrin avec sa gamme pentatonique, il y a un super documentaire, c'est une très bonne vulgarisation qui s'appelle L'instinct de la musique. Et en fait, ça va expliquer un petit peu pourquoi, et justement, cette gamme pentatonique, par exemple, on la trouve partout. Surtout qu'on la trouve partout. Très longtemps en avance, les premières musiques vont chercher ces trucs-là. Et en fait, il paraîtrait que notre cerveau, quand il entend une note, il calcule automatiquement les harmoniques naturelles. Et la gamme pentatonique fait partie des premiers degrés de ce qu'on appelle les harmoniques naturelles. Donc quand on entend une note d'un piano, d'une flûte, d'un machin, et ben en fait cette note est composée de plein de petites notes. Et toutes ces petites notes sont agencées de la même manière sur une échelle logarithmique. C'est des fractions qui s'accumulent. Et en fait, le cerveau est capable il les ressent automatiquement, en fait. Il les calcule automatiquement. Donc, qui que tu sois, de n'importe quelle culture, de n'importe quelle... peut-être même dans une autre planète, si jamais la condition de vie se sont passées de la même manière, si tu as un cerveau, il va calculer les choses de la même façon. Il va calculer les harmoniques de la même manière. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça explique, entre autres, des musicologues qui sont partis dans des endroits vraiment rien à voir avec la société occidentale. Ils ont fait écouter du Schoenberg, des trucs musique super contemporaine, du Chopin, de la musique super tragique, etc. Et puis de la musique vachement joyeuse. Et puis ils ont fait écouter ça à des gens donc, de culture vraiment rien à voir, et avec des petites vignettes, des petites photos, avec une personne qui fait un visage qui sourit, un visage qui est triste et un visage qui a peur. Qu'est-ce que tu veux dire, Elias ? Et ben ils font écouter des musiques. Et ils disent aux gens, montre ton doigt sur le visage qui est content, sur le visage qui est triste et sur le visage qui a peur, sur des musiques qu'ils n'ont jamais entendues de leur vie.
des musiques contemporaines, sur des musiques comme du Chopin, de la musique romantique, et des musiques classiques, un peu plus joyeuses, populaires, etc. Et ben les gens montraient exactement ce auquel nous, en tant qu'occidental, on ferait allusion en fait. La musique triste, tu pointes le doigt sur le visage triste, etc. Ça justifie ce genre d'expérience. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je crois que ça m'inspire beaucoup de trucs parce qu'en fait ça va beaucoup plus loin. Je sais pas si vous connaissez un belge youtubeur qui s'appelle Matt se fait des films. C'est un gars qui fait des critiques de films humoristiques. Et en gros sa nana, peu importe, sa nana qui a ouvert une chaîne YouTube il y a pas longtemps, a fait une vidéo sur la relation que les gens ont avec la musique. Okay. Et entre autres dans son exemple, elle suivait les recherches d'un gars qui a fait l'exercice de mettre un type de musique en arrière-plan. En arrière-plan, tout à fait, en faisant écouter en fait de la musique à de l'eau. Et en fait, les glaçons vont avoir une forme différente en fonction de la musique. Ouais, ça c'est Sekiro Iguchi. C'est le truc avec la mémoire de l'eau là. C'est un peu controversé comme truc, mais a priori. D'accord, mais c'est hyper marrant quoi, tu vois. Il y a le même truc, mais avec des moines tibétains ou des moines bouddhistes zen qui, tu leur donnes une bouteille d'eau, tu leur fais méditer sur l'amour, ça prend une certaine structure, tu les fais méditer sur la haine, ça prend tout à fait un truc dégueulasse, tu leur fais méditer sur le respect. Et c'est quand tu cristallises l'eau que les cristaux sont de formes différentes, c'est ça hein. Et les formes sont archaïques quand la musique est beaucoup plus chaotique. Les cristaux sont tout brisés si jamais c'est vraiment la musique qui part. Et au plus la musique est harmonieuse, on va dire, donc qui respecte les harmonies naturelles, etc., au plus tes cristaux vont être définis. Et je me souviens de ça. C'est quoi les justifications alors ? Parce que pour la musique. Je pense que c'est pour les vibrations, mais par exemple, si on prend l'histoire de. C'est énergie, mec. Si on prend l'histoire d'un artiste qui transmet les choses. Pour moi, c'est simplement parce qu'il y a cette transmission de l'humanité, ou comme un peintre qui arrive à mettre des émotions dans sa toile, quoi, tu vois. Pour moi, c'est ça, quoi, tu vois. Le mec qui arrive à mettre de la musique, genre Chopin, il balance quelque chose de lourd, quoi, tu vois. Tu es affecté par son œuvre, en fait. Donc, a priori, ce que tu voudrais dire par rapport à l'inconscient collectif, c'est, peu importe l'humain de quelque monde qu'il soit, s'il y avait une manière de communiquer où, il n'y a pas de barrière de langage, tu racontes une histoire, potentiellement, tu peux forger la mentalité de cette personne-là de la même manière que quelqu'un qui serait de ta propre culture, en fait. Il y aurait des fameux archétypes. C'est marrant parce que l'épisode passé, on a parlé du rôle de l'art, et moi j'allais proposer ce truc-là, mais je me suis dit non, c'est trop... On n'est pas à ce niveau-là. Mais on a bien raté ton épreuve avec les notes. Donc c'est pas grave, mais il y a... J'ai tilté une fois parce que le mot note en sanskrit, je crois, donc quand j'étudiais la musique indienne, c'est swara, et genre le mot swa ça veut dire véhicule, et ra ça voulait dire, je crois, énergie, tu vois. Okay. Et donc je trouvais ça intéressant. Donc une note, c'est un véhicule d'une certaine énergie. Comme plus ou moins tout dans le monde. Et donc où est-ce que je voulais arriver à ça, c'est que parce qu'on parlait de structure et tout ce que tu veux, E égale mc carré, c'est-à-dire au fond la matière c'est juste de l'énergie mais à une fréquence beaucoup plus basse, je suppose. Et ouais, ok, parfois il y a moyen donc du coup de changer la structure des choses en amenant certaines énergies qui du coup vont la changer. Bon voilà, ça c'est la théorie de ces gens qui sont fous. Je crois que tu décides aussi de la forme dont tu véhicules l'énergie, parce qu'effectivement dans les sociétés où la musique, non, retourne à la musique, où la musique est un peu plus sur la variation mélodique, effectivement chacune de tes notes devient une énergie, parce que tu focalises l'intention dans une note en particulier et sa relation avec les autres notes. Mais ici en Occident, une note c'est juste une information, c'est un 0 ou un 1, tu vois, c'est ce qui va véhiculer l'énergie, c'est comment tu vas les agencer entre elles. Donc tu choisis aussi comment tu vas véhiculer ton énergie en fait. Est-ce que ce n'est pas ça une histoire ? Tu commences avec une certaine énergie. Wow, it's the mind blowing man. Bah oui, mais non, mais parce que, ok, ouais, tu peux avoir tout à fait des énergies différentes, mais en effet. Ah, ok. Moi je dis, mec. Ok, bon, voilà. Chronique de l'inutile. Bah. Mais non, mais c'est marrant parce que, et pour le coup, le rôle de l'art, un truc que je voulais proposer, mais je l'ai pas fait finalement, c'est tout ce délire de, ouais, en fait, l'art au plus profond pour le public,
quelque part, ça les permet de te transformer de l'intérieur et à des niveaux que tu te rends pas compte, en fait. C'est tellement beau ce que tu dis, François. Ouais, là, je me lâche, tu vois. Là, je fais mon mystique chaman. Donc, en fait, oui, les artistes, ce sont des espèces de chamans qui changent le monde et qui changent les gens de l'intérieur. Pour qu'ils aient... Kumare. Revenez à l'épisode 4 pour tout comprendre. Kumare. La lumière bleue, les gars, la lumière bleue. La lumière bleue. Mais est-ce que de la même manière que les hommes peuvent reconnaître les notes malgré leur culture, est-ce que les histoires aussi sont inscrites dans leur corps? Je ne sais pas de quelle manière, ça je me pose la question. Est-ce que c'est parce qu'ils vivent tous la même histoire qu'ils la reconnaissent? Parler d'une reconnaissent? histoire où aussi où on n'arrivera jamais à avoir une émotion différente parce que la musique est comme les histoires et comme la mythologie et que du coup t'es reparti là-dedans. Non, pas du tout. Non, j'essaye de poser la question. Est-ce que on a vu apparemment que la musique dépasse les cultures et est inscrite dans chaque humain. Ma question c'est les histoires, donc le monomythe. Est-ce qu'il est inscrit à l'intérieur de l'homme, je sais pas comment, dans des gènes ou je sais pas de quelle manière, ou bien tout le monde a ce monomythe parce qu'ils vivent les mêmes choses? Ça ma question. Je pense que l'expérience de chacun a fait en sorte que tu puisses être touché par des choses, style tu es né, tu as un père, tu as un fils et tu meurs. C'est des choses qui sont généralement pas réelles pour la plupart des gens. Et du coup, peu importe qui tu es ou peu importe l'histoire que tu as entendue, que ce soit des gens en Afrique dans un petit village ou que ce soit dans une ou des Africains ici dans une grande ville, on s'en fout, on peut garder les Africains pour les deux, ça marche. Quelle tolérance, c'est magnifique. Moi je sais. Et du coup, c'est très, très raciste de dire tolérance. Ouais, parce que tolérance, c'est genre, ouais, c'est connards, ils sont là, ils ont leur musique et ils mangent leur nourriture, mais je tolère, hein, je tolère. Tu vois, mais du coup, moi je suis raciste, on pourra faire un épisode sur le racisme. Je pense que les histoires, comme tu as proposé tout à l'heure, quelle était la première histoire, s'il y a une histoire qui est née dans un endroit, peu importe son origine, l'expérience de vivre, d'avoir un enfant, d'avoir un père et de mourir sont les bases de l'histoire. Et du coup, ils vont évoluer dans quelque chose, quoi, tu vois. Mais du coup, ce serait pas inscrit comme les notes de musique? C'était ça ma question. En fait, pourquoi moi pas, justement, la musique, quoi, tu vois. j'ai envie de dire autre chose. Les notes, c'est des analyses par rapport à notre oui, donc ça reste des choses que l'humain est capable de faire parce qu'on a remarqué que les humains arrivent à comprendre ces notes-là, quoi, tu vois. Donc, je pense pas que ce soit. À part, tu vois, si t'es un alien, oui, ça fonctionnera peut-être pas la même chose parce que t'as peut-être pas la même perception du son, genre de choses. Tu prends par exemple un autiste avec des grosses pincettes. J'ai un frère autiste, attention. Pas de soucis. Zut, t'aurais pas dû le dire, putain, ça aurait été tellement plus drôle. Ouais, c'est ça. Par exemple, c'est un truc que j'avais entendu il y a quelques années, après j'espère que c'est pas de la merde, qu'un enfant autiste du coup arrivait à comprendre plus facilement les comment ça s'appelle ça, les sons qu'un fait un sonar, les émissions sonores, d'un dauphin. Ok. Parce que il avait une capacité à comprendre. A priori, c'est les ultrasons, donc on n'est pas censé les sentir. Je sais pas les percevoir. Je sais pas quoi te dire, mais en tout cas, j'avais entendu à l'époque qu'il y avait un cadre qui avait plus facilement comprendre ce qu'un dauphin disait, quoi. Okay. Ah, tu parles au niveau peut-être de ces petits claquettements, quoi. Possible. Ok, d'accord. C'est que c'est aussi au niveau du son, je me rappelle plus parce que j'avais genre 10 ans, quoi. Impressionnant. C'était Ulysse, vraiment intéressant. Ulysse, c'est conseil une carrière de bah, doublage de dauphin. En fait, c'était moi depuis le début. Tu vois, du coup, je pense que si on part d'une base où chacun est humain et est égal, peu importe sa religion, sa couleur de peau, ce genre de choses, ils vont avoir des constantes. Et du coup, c'est ça qui va servir de base pour pouvoir transmettre et inventer l'histoire et inventer des cosmologies, ce genre de trucs. Tu vois. Et du coup, pour moi, c'est comme pour la musique. Si on parle du fait que de la réalité, en fait, que la plupart des humains ont le même type de oui ou le même type de vision, on peut partir du coup de... Ou le même type de sens quand ils entendent des histoires qui se... Ouais, bien sûr, qui vont réagir de la même façon sur la peur ou le stress ou l'amour. Après, il y aura clairement des variantes avec ces fameux... c'est une tribu ou un village ou comme ça d'Indiens qui ont genre pas peur du vertige, qui ont pas le vertige, un truc comme ça, tu vois, mais voilà, il y a certaines variantes, mais de base, ça va toucher beaucoup de monde parce que c'est des vérités en fait, tu vois.
pas parce que c'est la science, mais parce que c'est comme ça. On entend Les vérités tous, qu'on a en nous. Hein. Je sais, et c'est ça une question à propos des aliens que je trouve très intéressante. C'est yes. en effet, si on pouvait communiquer avec des aliens, et d'ailleurs, je voulais parler du film Arrival parce qu'il parle un peu de ça, mais si on pouvait communiquer avec des aliens, est-ce que le monomythe leur parlerait à eux? Peut-être pas du tout en fait. Peut-être que ce truc-là, ça ne parle que à nous parce que nous, on a une certaine gène, une certaine structure, enfin, certains gènes agencés d'une certaine façon, on a un cerveau agencé d'une certaine façon. Mais parce que un autre, et donc à ce niveau-là, j'aimerais bien proposer autre chose, qui est une digression, je sais pas. Mais vous saviez que quasi les autres animaux, l'alcool leur fait effet aussi et les drogues leur font effet aussi. Bien sûr, normal. C'est intéressant quand même. Ben, on partage une quantité incroyable de leur génome. Donc il y a de grandes chances que oui, on est un peu tous les mêmes, on est tous les cousins sur cette planète, quoi. Genre un végétal partage je sais pas combien de plus de 90% de l'ADN. Moi, mais je sais qu'une banane ça a 50% d'ADN en commun avec les hommes. Oui, c'est ça. Enfin, tu partages quand même un énorme génome avec quand même tous les ça êtres va humains. loin, ça va loin. Et au plus l'espèce est proche de toi au niveau de l'arbre, au plus et donc ça c'est peut-être au niveau du singe on arrive à 98 non mais je crois que c'est genre salade est à 60% en truc du style. Non, c'est vraiment ça. On est quand même dans un bon pourcentage bien. On est tous frères avec des salades. Du coup, si on raconte une histoire à une salade, est-ce qu'elle va se transformer? Alors elle va pas comprendre, mais elle va sentir ton énergie. Et si tu la gèles, Kumare. elle va faire des tests. J'avoue. Tu lui chantes Kumaré, tu vois, elle est la ligne bleue. Mais je pense que du coup, si tu fais écouter la musique joyeuse à un animal, il va réagir. Il y a des gens qui font des expériences. T'as alors, attends, c'est pas des éleveurs, c'est des cultivateurs qui font écouter une certaine musique à leur plantation, musique classique, musique truc, musique machin. Et donc mais ça, après, c'est vrai que la musique, fondamentalement, c'est des ondes. Alors, est-ce que les ondes interagiraient avec les cellules? Le mec est plus pisse quand il arrose son truc et que du coup ça fonctionne bien. Peu importe, mais effectivement, de toute façon, je vais pas dire c'est prouvé. C'est un tout. Voilà. Sachant qu'au plus les énergies sont subtiles, au moins tu auras d'échéances. C'est-à-dire des échéances aussi de plus en plus subtiles, quoi. Forcément. C'est comme si on dit la musique classique va aider à la guérison des gens. Non, c'est parce que le médecin chirurgien qui fait son opération écoute de la musique classique. Tu vois que du coup il est plus pisse ou il arrive à se concentrer plus facilement. Alors moi j'ai appris un raga qui s'appelle le raga Malkons et donc c'est marrant parce qu'ils l'utilisent ce raga ils ont essayé dans un hôpital de rien que mettre ce raga en boucle. Donc raga musique indienne. Raga musique indienne pardon. La même musique en boucle. Non, c'est le même raga, Donc le raga, c'est ce qu'on pourrait assimiler avec une gamme ou un mode, mais c'est beaucoup plus technique que ça. En fait, quand tu chantes da da di do da da di do, ok, c'est une gamme, mais en fait, alors là j'improvise total, mais juste pour faire comprendre l'idée, un raga ce serait pas da 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 di do, ce serait da 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 da. Tu vois, chaque note, toutes les variations. Chaque note est dépendante de la note qui est avant et de la note qui est après. Pause. Ça c'est la version technique du truc. Voilà, comment eux ils voient le bazar, c'est qu'en fait non, c'est un dieu, c'est une énergie primordiale, tu vois, que en agençant les notes d'une certaine façon, comme lui il parlait au niveau technique, tu fais venir cet esprit, tu l'as fait arriver dans l'endroit, quoi. Donc tu utilises les notes et la manière de les agencer pour faire descendre cette espèce d'énergie primordiale. Et donc ils ont utilisé un de ceux-là, qui est une énergie de dévotion, d'harmonie et de paix, que tout fonctionne bien dans un hôpital. Et en fait c'est assez marrant, qui faisait, je crois que pour le cancer. Et ils ont observé qu'apparemment les gens qui écoutent ça en mode régulier, ils ont 10% de chance en plus de s'en sortir, quoi, tu vois. Okay. Après c'est un tout, je suppose, avec plein de choses. Oui, et puis c'est pas très bon, c'est pas très scientifiquement machin et tout. Et puis c'est dans ses débuts et tout ça. Et puis c'est que en Inde. Et puis bien sûr eux ils vont utiliser ça pour dire notre musique est sacrée. Donc il y a plein de raisons pour pas prendre ça au sérieux. Mais je trouvais ça intéressant, je voulais le partager. Et puis d'ailleurs, bon, ça c'est un truc, je crois qu'on le sait tous, c'est que si tu écoutes du métal, tout à coup tu deviens énergique, tu écoutes de la bossa nova, tout à coup tu te sens beaucoup plus calme et tout ce que tu veux. Donc ces différents styles de musique ou cette manière ont un effet sur toi. Tu viens de parler de sacré, et c'est ça la clé. Le monomythe. Déjà, on n'arrête pas de dire monomythe, mais stop le monomythe, à quand le polymythe, bordel de merde. À part ça, le monomythe, il te parle parce qu'il y a une part de sacré qui résonne en toi. Le sacré ne disparaîtra jamais, que les choses soient claires. Et dans l'exemple du raga, ces mecs ont poussé
le sacré vraiment sur chaque note. Chaque note génère un univers. Donc, ce qui est pour nous une même gamme, donc voilà, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Tu prends do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mais chez les Indiens, ça ne veut rien dire, parce que selon la manière dont tu vas agencer le do avec le ré, le do avec le si, le do avec le mi, le do avec le fa, le do avec le fa avec le mi, le do avec le fa avec le sol, à chaque fois, ça va générer une énergie différente. Donc ces gens-là sont devenus maîtres là-dessus. Ils ont créé tout un truc, et en plus de ça, il faut bien savoir que c'est de la musique sacrée. C'est de la musique classique, sacrée, savante. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils y croient. Ouais. Ils y croient. C'est ça pour ton eux, point. ça véhicule une sorte de vérité. Et même si c'est pas une vérité, il y a quelque chose qui résonne en eux. Parce que même si tu peux tout à fait ne pas croire en quelque chose, mais y être un petit peu sensible. De plus en plus de gens s'expriment comme ça à une époque où l'athéisme devient de plus en plus puissant. Résume-moi toute ta pensée en une phrase, s'il te plaît. C'est un mot, c'est le sacré. Je fais que rebondir sur un ok, mot que tu viens cool, de dire. Cool. Mais Nous, on raisonne par rapport à ça. Mais ce qui est tellement puissant. Si cette chose te parle. J'aimerais rebondir là-dessus tout de suite et dire, mais en fait, ce qui est tellement puissant au monomythe, c'est que le gars hollywoodien qui suit le monomythe et qui en a rien à foutre du sacré, bah, ça peut quand même toucher les gens en mode putain, il me touche profondément. Je parle pas du sacré en tant que soi. Tu parles de quel Je parle sacré du alors concept du sacré qu'il y a dans cette chose qui résonne en toi. Ça, pour moi, c'est du sacré. Tu vas pas le formaliser comme ça, mais ce que moi j'appelle sacré, c'est ce qui résonne en toi à travers quelque chose qui va te nourrir, t'inspirer, te donner envie d'aller vers quelque chose, quoi. Ou en tout cas, juste te faire résonner. Ça, pour moi, c'est une forme de sacré à laquelle tu vas être sensible, qui peut être applicable à la musique, mais on peut retourner, pas de soucis, sur le mythe. Mais non, c'est pas ça. C'est juste. Mais ce que moi je trouve intéressant par rapport à ça, c'est que ce qui est si puissant, justement, c'est que tu n'as pas besoin de croire que c'est sacré pour que ça ait un effet sacré, alors. Mais ça n'entre pas en clash avec ce que je dis. Oui, c'est ça. On n'est pas en clash. On n'est pas du tout en clash. On n'est pas du tout en mais clash, on parle les de gars. choses différentes, quoi, c'est ça. C'est ça. Le sacré, c'est pas forcément quelque chose qui se nomme. Si, ça C'est se nomme quelque le chose- sacré. Non, justement. Parce que t'as tout ce côté religion, spiritualité qui lui a donné une identité qui n'est pas celle que j'ai envie d'identifier. Moi, par exemple, Comment est-ce que toi tu t'expliquerais le sacré? je ne l'explique pas, ça se vit. C'est quelque chose qui se ressent au plus profond de toi-même. Quand il y a une histoire que tu vois, que tu lis, que tu écoutes, eh bien, il y a des moments où ça ne va pas te parler. Et bien là, le sacré n'entre pas en action. Quand quelque chose résonne en toi, que ça gigote un petit peu à l'intérieur, soit ça peut être dans le cerveau, ça peut être dans le cœur, ça peut être juste des frissons un peu partout, ça peut prendre plein de formes. Et à chaque fois, ça va sûrement être un petit peu différent, effectivement. Mais il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui résonne. Et ben ça, c'est je sais pas si c'est un rapport avec l'inconscient collectif ou quoi que ce soit, mais c'est ce que moi j'appelle quelque chose qui découle du sacré. Ah ok, moi je suis pas du tout là-dessus quoi. Pour moi, Toi, t'es pas d'accord avec ça? Vas-y. Pas que je suis pas d'accord, mais pour moi, ce que tu décris, c'est l'expérience et les inspirations. Quoi. Genre, s'il y a une Et musique. les expériences, tu peux en faire plein. D'accord, mais le sacré, Donc, Elias, Mais tu peux faire des expériences qui donc, ne te servent à rien. c'est pas Qui ça- t'apporte c'est- rien. C'est pas de ça qu'on parle. Ce que tu me dis, c'est que s'il y a quelque chose qui me touche moi émotionnellement, c'est parce que j'ai une personnalité qui a évolué par rapport à mes choix et ce que j'ai vécu dans la vie qui fait que je suis sensible à ça ou pas sensible à ça. Et du coup, ouais, c'est mon expérience de la vie et c'est ce que j'ai appris, donc ce qui m'inspire pour pouvoir me développer ou pour pouvoir prendre des choix, tu vois. Mhm. Donc c'est, pour moi, ce que tu décris là, c'est c'est l'expérience et l'expérience de la vie. C'est ce que tu es toi. Je vais pas commencer à parler d'âme parce que je suis pas du tout croyant, mais pour moi c'est vraiment ça que tu me décris en me parlant de sacré. Mais voilà, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de souci. C'est vraiment large ce que tu dis, quoi. Juste l'expérience de vie, ça vaut. Je t'ai expliqué, mais ok. donne-moi l'exemple. Quand tu écoutes une musique, ça te touche émotionnellement et du coup tu vas te sentir mieux, c'est ça? Par exemple, où tu regardes une histoire, là il y a un héros, ce héros, t'es là. Eh ben, imaginons waouh, que cette super. musique-là soit une musique qui soit associée, d'après mon expérience, à une série de films que j'ai testé. Bah, j'ai trouvé ça chiant et je vais pas aimer. Mhm. j'ai une question pour toi alors, Damien. Est-ce qu'il est possible, pour le coup, de vivre quelque chose de résonnant qui sort tout à fait de ton cadre de personnalité alors? Waouh, vas-y refais.
Donc Là, là, oui, c'est de ça dont je parle. voilà, ça c'est fait de dont partie, il- c'est de ça ça fait dont il partie parle. du C'est sacré. de ça dont il parle. Donc ce que je veux dire, c'est que si j'ai bien compris ton propos, c'est ok, ce que tu revis et ce avec quoi tu résonnes dépend de ton expérience personnelle, de ta personnalité, de ce que tu as vécu, de tes gènes et de ce que tu veux. Et donc tu vas, sur base de ça, accepter ou vivre. Pardon. Tu vas, du coup, tu vas bien raisonner avec un truc ou ne pas raisonner avec un truc. Ouais. Moi, ma question, alors pour le coup que je me pose, est-ce qu'il est impossible de raisonner avec quelque chose qui ne rentre pas dans ton cadre? Alors, Il faudrait que ce soit totalement nouveau, que ça ne touche absolument rien de ce que j'ai déjà vécu jusqu'à maintenant. Je pense. et qu'est-ce que ça ferait en toi alors, une fois que tu vis ce truc-là? Ça dépend de ce que c'est. Bah oui, tu peux pas savoir, par définition, tu peux pas savoir. Mais ça t'est jamais arrivé de ressentir quelque chose par rapport à quelque chose auquel tu n'as vraiment rien en commun, quoi. Tu n'as a priori aucun lien avec cette chose et cette chose te parle. En positif ou en négatif. Je mets pas de polarité. C'est probablement qu'il y a quelque chose de totalement nouveau qui m'est déjà arrivé, bien sûr, comme chaque grosse expérience que j'ai eue dans la vie. Mais... Ou quelque chose qu'on est refoulé, c'est possible aussi. Ouais, bien sûr. Tu diras. Prenons simplement l'amour, un truc comme ça. C'est quelque chose que qu'on t'a peut-être décrit avant ou t'as vu par film ou Mais en fait, t'as aucune idée de définition. comment ça va se formaliser, quoi. Ouais. Parce que en fait, pour moi, ce que tu décris, c'est quelque chose que tu sais pas expliquer. Et donc toutes les choses que tu sais pas expliquer, que tu sais pas vraiment définir et que tu n'arrives pas à transmettre, peut-être pas à chaque fois, ok. Non, tu peux expliquer. Beaucoup de choses. Ça pourrait être quelque chose de sacré, si tu veux, quoi, tu vois. Pour moi, quelque chose de sacré, c'est quelque chose auquel tu touches pas. Dans une définition peut-être que j'ai que je me suis fait Ah oui, avec les- vous parlez de la définition du sacré. ça pourrait être la définition. Dictionnaire. Mais Ok, ce que ok. toi tu me transmets, j'ai l'impression, c'est vraiment quelque chose dont tu ne peux pas expliquer parce que tu dois le sentir et le vivre. J'ai l'impression que c'est ça que tu essaies d'expliquer. Donc, en Le tout cas, Tao ou alors qu'on ne que peut je- pas Oui, décrire. qui ne correspond pas avec cette chose est sacrée, ça c'est ça. C'est pas la notion, tu Pour vois, moi, de dictionnaire, pour moi, quoi. ce que C'est autre chose. pour moi, le sacré du coup, c'est un type d'émotion et c'est pas quelque chose de transmissible Ouais. par d'une autre manière que par l'expérience. C'est ça. Voilà. Ça, pour moi, c'est pas du tout quelque chose de. Et je suis vraiment très très sensible aux histoires en général et à des histoires d'héros, etc. En général, même si, tu vois, par exemple, je vais voir une critique et cette critique dit oh, ce truc c'est nul quand même, bah, je vais quand même regarder et des fois je peux très bien apprécier un truc qui a été complètement dévalué au niveau des critiques journalistiques ou juste public, grand public. Et j'ai pas de problème en fait avec ça, je rentre dans le truc et j'aime beaucoup. Justement, c'est encore plus intéressant parce que je rentre vraiment dans une résonance qui n'a pas de nomination claire et nette. Cette chose m'a plu et je n'ai même pas envie de décrire pourquoi en fait. J'ai juste passé un bon moment et je vais juste garder en mémoire les moments qui m'ont touché, forcément. C'est quelque chose qui m'ont imprimé et je vais juste les garder avec moi et puis c'est tout. Je vais pas Elias, essayer une de question. plus Est-ce que c'est intellectuel. impossible de décrire le sacré? Enfin, c'est pour tout le monde. Hein. Bah, c'est vrai que je voulais à tout prix faire une différence entre le sacré, voilà, ce qu'on dit, quelque chose de sacré, et une vision que j'ai eue intuitivement de quelque chose voilà, qui résonne et qui n'est pas donc une Ma définition. question était, est-ce que c'est Est-ce impossible que de c'est impossible? décrire le sacré? En tout cas, dans la J'ai vie- envie de dire oui, moi, dans la mais c'est définition- dangereux de dire oui parce que c'est comme la physique quantique, tu vois. La physique quantique, non, faut pas forcément. En position, Elias. Bah, non, pourquoi? Tu peux définir, mais tu peux pas définir l'expérience que tu as vécue, mais tu peux définir quelque chose en faisant simplement c'est des petites informations dans ton cerveau qui font qu'il se passe ça et ça, et que la numéro 554 554 devient positive et que du coup, oui, tu peux le finir comme ça. Mais vu que c'est une expérience, tu peux la transmettre, mais tu peux pas la définir dans le sens où le gars va comprendre tout. Donc tu en peux la t'écoutant pas. transmettre Mais si je te donne l'expérience d'une bonne discussion, ok, ben, tu vas avoir une bonne discussion avec moi. Tu auras gagné l'expérience d'une bonne discussion. Donc la définition sera d'une discussion de 2 heures. Mais tu veux dire que je pourrais pas la faire vivre à quelqu'un d'autre? Tu peux pas la donner. La dans discussion que moi j'ai vécue à ce moment-là précis, je ne pourrais pas vraiment la partager alors. Elle sera différente, mais tu pourras avoir une bonne discussion avec quelqu'un d'autre et la transmettre, tu vois. Prenons l'exemple de l'amour qui est, je crois, quelque chose que tout le monde connaît, au minimum a déjà entendu parler. Tu peux expliquer à quelqu'un ce que c'est d'être bien, de se sentir vraiment
à ta place de pouvoir transmettre tout ce que tu veux, d'être amoureux, d'avoir vraiment un lien fort avec quelqu'un. Mais la personne va peut-être se servir de ses propres expériences pour pouvoir comprendre et faire genre oui, je comprends ce que tu veux dire, quoi, tu vois. Parce que dans le dictionnaire, ça va être, je sais pas ce qui est marqué, mais ça va être genre être amoureux de Un quelqu'un. état d'infatuation. Ouais, c'est une définition de balle, mais toi tu vas pouvoir comprendre parce que tu l'as vécu, quoi, tu vois. Dans l'exemple d'une expérience que je pourrais te faire vivre, ce serait aussi une En fait, je voulais juste dire, et est-ce que l'histoire n'est pas une analogie alors pour certaines expériences qu'on peut vivre? Bah oui, c'est ce qu'on dit depuis le début. Ouais, c'est vrai. Gros bêta. On tire de. Ouais, Mais par contre, l'intérêt de raconter une histoire, il y a des gens qui c'est leur, ça mérite un applaudissement. Mais je sais pas, c'était pas clair, vous l'avez pas dit comme ça. Non mais l'intérêt d'une histoire, c'est de, être inutile. Ah oui, on est censé être inutile, c'est exactement. de pouvoir répéter cette expérience. Tu vois, là vous avez, admettons tu prenais l'exemple d'une conversation, la conversation est finie, elle est finie. Par contre, quand tu crées une histoire, bah tu peux générer cette émotion à plus de gens. C'est pas juste 2 personnes. Donc c'est l'avantage de l'histoire, c'est ça, c'est que tu peux, c'est un peu comme une mitrailleuse, quoi. Tu balances partout et tu vois qu'il marche. Chaque expérience va être différente. Chaque expérience va être différente, mais t'as un véhicule qui est commun, quoi. Et ça, pour le coup, c'est très humain. Ça fait partie de ce besoin de partager, de transmettre entre les gens. Je sais pas, moi je me suis fait perdre sur l'idée de sacré. Ok, simplement, il y avait l'histoire de sacré, c'est quelque chose auquel on peut pas toucher, plus ou moins machin, des définitions qu'on pourrait imaginer. Moi j'ai vu trop de jeux de société, donc quand tu me dis sacré, je pense à des bonus. Mais voilà, il y a l'autre définition sur laquelle on était plus ou moins d'accord, ici à gauche, c'est quelque chose que tu peux transmettre, mais tu peux pas vraiment définir. Ok. Tu vois, tu peux expérimenter ou recevoir une transmission de quelqu'un pour pouvoir l'apprendre, mais tu peux pas, tu peux pas la définir pour que le gars ait compris ce que c'est. C'est de l'expérience que tu vis en fait, quoi, tu vois. Ouais, ok. Mais sur un mot qui est connu, quoi, tu vois, genre tomber amoureux, se faire mal, tu vois. C'est quoi se faire mal? Ben ok, il y a cette information là dans ton cerveau, d'accord, c'est quoi se faire mal? Ok, c'est ça, se faire mal. Ils ont bien choisi leur mot. Ben oui. Et donc pour continuer là-dessus et pour revenir en même temps sur le côté les histoires, le monomythe, etc. Non mais j'ai rien à dire de toute façon. C'est ce côté, tu vois, genre les fans. Genre t'as des fans qui sont pour leur mythologie, ça va devenir Star Wars, Final Fantasy, des grandes sagas comme ça. C'est parce que ce truc leur touche tellement qu'ils en ont envie que ce soit leur réalité, le monde fonctionne comme ça, et puis ils vont focaliser leur énergie là-dedans parce que eux ils résonnent genre à 300% dedans, quoi. Et ça, pour moi, il y a une forme de sacralisation. Là, pour le coup, le terme correspond tout à fait. Sacralisation du truc, quoi. Waouh, ce truc est à vénérer. Là, tu parles d'autre chose. Mais non, parce que pour moi, tu parles d'autre chose. Moi, je veux revenir quand même à l'histoire. De base, Non, revenons à autre chose qui m'intéresse beaucoup plus. Pourquoi est-ce que Marvel fonctionne tellement bien? Parce que c'est polymythe. Parce qu'ils vont mettre des héros qui vont toucher la population, et que la population va vouloir des héros comme ça. Le principe de l'américain avec son gros flingue et ses mitraillettes qui court et qui saute sur la voiture et qui fait yeah yeah, c'est des choses que les gens veulent. Et au fur et à mesure de l'audimat et de ce qui va fonctionner dans les séries et des choix des auditeurs ou des téléspectateurs qui vont faire genre ce personnage l'aime bien, ce personnage il vend plus de figurines, ce personnage il vend plus de films, de bouquins, ils vont mettre des héros qui ressemblent à ce que le public veut. Et du coup, on s'enferme dans un style, point. Mais du coup, le public aura ce qu'il veut, quoi, tu vois. Pour moi, c'est ça. Pourquoi est-ce que ça fonctionne Marvel? Parce qu'ils ont eu 50 ans pour voir ce que les gens achetaient comme comics. Et que du coup, ils ont mis ce que les gens voulaient, quoi, tu vois. Au début, ils se sont pas posé la question. Hein. Au début, c'était de la propagande politique anti-nazi, quoi. Hein. C'est quoi au début? Tu veux dire les premiers... La création des personnages, Captain America, Superman, à la base, c'est des outils de propagande idéologique. Tu parles de Marvel maintenant ou tu parles de Marvel Je parle de Marvel maintenant. Okay. Oui, après il y a eu évolution. Mais après ça marche aussi, ils savaient quel héros il fallait pour plaire à la population et avoir une sorte d'idéal, quelqu'un avec des gros muscles qui peut taper des nazis et puis
les gens achetaient, ça faisait plaisir. Bah, je crois que c'est vraiment ça part les rassure. d'un divertissement quoi. Tu vois, tu prends des mecs qui sont au front en train de vivre une putain de vie de merde et d'attendre de mourir comme des cons pendant 3 jours dans la flotte. Tu leur fais une petite planche de BD qui fait 2 pages. Il y a un petit nichon au milieu. Non. Ça fait plaisir. Ça Ouais, nous a mis l'espoir d'être Superman et de ne pas mourir dans un trou. par exemple. Tu vois, du coup, pour moi, ça part vraiment de ça, la BD, quoi, tu vois. Donc, c'est les héros qui vont toucher la personne à qui tu le donnes, tu vois. Et du coup, peut-être que ça va être un gars qui va faire, durant son temps libre, écrire des bouquins. Genre, Tolkien, c'est ce qu'il faisait, quoi, tu vois. Il écrit ses bouquins, tu vois. Mais du coup, enfin, alors j'ai une autre question par rapport à ça. ou pourquoi alors, est-ce que- pourquoi est-ce qu'on que- revienne en arrière pour... Non, on s'en fout. Mais non, mais je vais quelque part. Mais du coup, pourquoi est-ce que, tu vois, tout ce qui est fantasy, pourquoi est-ce que ça marche, tu vois? En fait, c'est un peu ça ma question. C'est que pourquoi est-ce que les univers fantastiques, ça marche, tu vois? C'est genre en mode, on pourrait tout aussi bien taper sur des nazis, mais que ce soit pas forcément un gars avec un gros muscle et un gros bouclier, quoi, tu vois? Ça pourrait être... parce qu'il y a énormément de films, mais les Marvel, c'est ceux qui ont le plus de thunes. Donc c'est forcément pour ça que les films sont plus visibles et plus vus. Mais aussi parce que chacun, enfin, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui a vécu durant son enfance l'envie de rêver, l'envie de pouvoir se téléporter ou je sais pas quoi, et que les comics existent depuis pas mal de temps. Et donc cette génération qui a vécu dans un monde, enfin qui a eu l'opportunité de voir des super-héros et ce genre de choses, a grandi au fur et à mesure. Et donc on se retrouve dans une génération maintenant qui a un certain âge, qui auront du coup aimé et grandi et vu beaucoup de super-héros. Et du coup ils vont aimer ça. Mais après ta question c'est pourquoi est-ce que nous on aime ça et pourquoi est-ce que ça marche si bien. Je pense qu'il y a une partie de marketing parce qu'on nous balance plein d'idées et que du coup les acteurs hyper beaux et hyper bonnes qu'on peut voir à la télé, on fait ok c'est vraiment très chouette et je vais peut-être regarder genre le dernier X-Men parce que j'aime bien l'actrice et pas forcément parce que j'aime bien les super pouvoirs, tu vois, mais je vais finir par aimer ce style là parce qu'il y a des belles images, j'en sais rien. Et je m'emballe, je reviendrai encore en arrière. Pourquoi est-ce que les gens aiment les comics? Je pense simplement parce qu'on est tous des enfants et qu'on aime bien rêver et qu'on aime bien s'imaginer qu'on puisse vivre une vie différente. Tout comme moi je fais des jeux de rôle et que du coup incarner un personnage que tu n'es pas, c'est quelque chose de très agréable. Bah, je pense qu'on peut élargir, approfondir et c'est au-delà des comics ou quoi. Je pense, je sais plus quel auteur a dit ça. En tout cas, je suis à peu près sûr qu'il n'y avait pas encore le cinéma qui était aussi développé. Et je pense que c'est aussi un besoin humain et on peut faire un raccord au monomythe, le besoin d'histoire, et que cet auteur disait que la littérature, c'est pas un moyen de se distraire, c'est un moyen de vivre une vie que tu ne pourrais pas vivre, d'expérimenter des choses que tu ne pourras pas atteindre parce que tu manques de temps, parce que tu as trop peur, enfin de vivre quelque chose dont tu n'es pas capable ou dont tu n'as pas la possibilité. Par exemple, personne autour de cette table, à part s'il cache bien son jeu, peut maintenant ouvrir la fenêtre, s'envoler par le balcon et aller détruire l'immeuble en face. J'ai juste fait. Hold my beer. Ah oui, mais je suis chaud filmé parce que bon. C'est quand même... Non, je suis trop rapide. Ok. Mais du coup, je pense que c'est ça l'intérêt. Et depuis le début de l'humanité aussi, peut-être, on a parlé du rôle structurant pour une société, mais c'est aussi peut-être une manière de vivre autre chose. De s'évader. Exactement. J'ai exactement parlé de ça, mais dans un côté un peu moins positif. Vas-y. Quelque part, le fait de raconter des histoires, ça cultive aussi le fait qu'il y a des gens qui vivent des aventures et il y a des gens qui écoutent des gens qui parlent de leur aventure. Tu vois ? Madame Bovary. Il y a des spectateurs et il y a des acteurs. Et vous voyez ce que je veux dire Ouais. Alors, c'est un point de vue, hein. Je suis d'office d'accord avec Ulysse, mais il y a aussi l'autre pendant de la médaille. Madame Bovary, par exemple, le but de l'auteur, c'est de montrer ça, c'est que justement, ça permet de vivre une autre vie. Et là, du coup, cette femme qui, pendant toute son adolescence, va lire des romans d'amour, va être transportée, va voir plein de gens incroyables, très intelligents. Puis elle va vouloir se marier très vite pour expérimenter ça. Elle va se retrouver avec un con de province. Elle va devoir vivre toute sa vie avec elle et ça montre la désillusion. Donc c'est un côté dangereux aussi, mais ça montre que le but de tout ça, c'est au final de s'évader. Et là, il y a une perversion parce qu'elle pense que sa vie sera comme ça aussi, alors que le but du livre, c'est de s'évader plus loin et de vivre quelque chose dont on n'a pas l'occasion de lire. Personne n'a envie de lire le livre de sa propre vie. Du coup... Quels sont d'autres points négatifs de s'évader? C'est un peu simple. Quoi ça? C'est un peu simple, quoi. C'est que si tu t'évades de trop, tu penses pas à ton présent.
le fait de vivre tout le temps dans un monde imaginaire qui n'est pas ce que tu vis en permanence fait qu'en sorte, tu verras jamais bien et tu finiras par subir le fait de... Donc c'est une sorte de déni de la réalité, Oui, bien sûr. de non-acceptation de la réalité alors pour toi. Si jamais tu joues tout le temps aux jeux vidéo parce que tu préfères être Kratos que Hubert, 32 ans, qui travaille à la Stib, ben oui, forcément, il y a un moment où tu vas perdre ton Big boulot. up Hubert. Merci Hubert. Si tu nous écoutes. J'espère qu'il y a personne. Ne l'écoute pas, Hubert, ne l'écoute pas. T'es un bon Hubert, crois en toi. On t'invite au prochain épisode, Hubert. Ouais, clair, hein, viens boire une bière. Et du coup, oui, forcément, l'abus de toute chose fait que c'est négatif pour le reste. Si tu passes tout le temps ta vie à imaginer des choses, ta vraie vie en subit les conséquences. Bon, prochaine question. S'évader, oui, mais en conscience, en paix avec soi. Est-ce que vous... Est-ce que vous trouvez maintenant que cette société de consommation de tout ce qui est histoire, film, série, est-ce que c'est en conscience? Allez, on y va. allez, c'est parti. C'est parti. Et on casse sur la société, c'est de la merde. Non, mais sérieusement, pour le coup, est-ce qu'il y a un abus à ce niveau-là? Mais oui, c'est clair. Ouais, un petit peu quand même. Je pense qu'il n'y a même pas de débat parce qu'on est genre tous d'accord, tu sais, genre... Ah merde. Non, moi je trouve que c'est bien et qu'il faut laisser... C'est vrai, fais l'avocat du diable. Nous devons créer des nouveaux mythes en concurrence Encore avec plus. celles d'Hollywood Il faut plus et de de films Marvel. d'Hollywood, il faut plus de Bollywood, il faut plus de séries sur Netflix, il faut plus d'entertainers YouTube, il faut plus Mais mec, d'histoires. mais Bollywood, ça me Ne fait vivez flipper. pas dans le monde réel. Mais c'est flippant, Bollywood, gros. C'est le truc le plus flippant que j'ai vu en termes de produits culturels de ma vie. Bah, De voir. ça va, c'est Hollywood en indien, quoi, on s'en branle. Mais c'est pire que Hollywood en indien. Comment ça? Non, c'est pire que Hollywood, je veux dire, c'est en termes de... Genre, bah tu me racontais quand t'étais parti en Inde, toi-même, faut que t'en parles, c'est un truc de dingue. Genre, les gens, à partir de quel âge? Dès qu'ils ont quoi, 6 ans, 7 ans, jusque 90 ans, ils connaissent tous les chansons de tous les films de Bollywood par cœur. Bah, elles sont entraînantes, moi je peux comprendre, tu vois. Bah c'est un peu Ils connaissent les l'équivalent. chorégraphies. Mais et tout, c'est super flippant. un peu l'équivalent de Disney quoi. C'est-à-dire que comme nous on connaît tous les morceaux Disney parce qu'on a vu le film et tout ça, À l'aise. bah eux aussi ils ont. moi, ça passe. Non mais ça va, tu es en soirée, tu bois un coup, tu chantes une chanson ou deux, tu vas vite faire un karaoké, là c'est un autre level là. Hein. Comment ça? Ils aiment bien chanter, c'est tout. Bah oui, ils aiment bien chanter. Oui, c'est vrai que eux ils ont pas vraiment des Jacques Brel, leur Jacques Brel. Et là y a tu pas vois, c'est des d'abus gens hein, de, bah non, de films. Mec, moi j'aime bien la musique indienne, donc... C'est pour laquelle hein. Et puis c'est quoi de l'abus, tu vois? Non c'est vrai. Non mais c'est... Non, bref, vas-y. J'ai un pote qui connaît tous les thèmes de dessins animés qu'il a regardé pendant son enfance et il peut te chanter, c'est une brute en quiz musicaux, tu vois. Bah, c'est pas quelqu'un d'horrible pour ça, tu vois. Non mais Après, je parle pas du côté mémoire, je parle du côté genre dès que... Quoi, ils ont des cours à l'école pour pouvoir apprendre les musiques des films. Non mais il y a une sorte d'euphorie tu vois dès que, Mec, dès t'as que ce truc arrive... T'as déjà vu des gens dans un tram ou dans un métro, ils sont tous sur leur GSM, ça fait pas flipper peut-être? Bah oui. Bah genre, ça me fait bien plus flipper des gens qui sont sur leur GSM et qui discutent pas entre eux que des gens qui sont en train de genre Ouais, de chanter faire une des chanson, belles quoi, chorégraphies en chantant tout ça dans un bonheur Démonstration absolu. par l'absurde, ça fait toujours son petit effet. Hein. Franchement, bravo Damien, bravo. Merci de descendre le niveau, bravo. Franchement, envoie ton CV à Hollywood, ils vont J'ai ça va leur plaire. pas prouvé que j'avais raison, j'ai juste prouvé que t'avais tort. Mais justement, c'est tout l'intérêt. Ouais. Ça c'est bon. Ouais, Et je ne te félicite pas, ok? Que les choses soient claires. Moi je te félicite que les choses soient claires. Bravo. C'est vrai qu'on est sous le règne de Kout, donc le bien on s'en balance. Non mais ouais, c'est bon, il y a de la musique. Non mais tout ça pour dire, est-ce que vous croyez que ouais, alors là on rentre dans le conspirationnisme géant. Allez. Est-ce que vous croyez que c'est Est-ce que les hommes conscient cette serpents sont espèce conscients du d'investissement dans sacrifice? toute est-ce que vous croyez que c'est conscient d'investir à fond dans tous ces trucs culturels pour Mec, t'évader? c'est l'évolution de. Ouais, je coupe tout le monde, je suis trop rapide. C'est Attends. l'évolution des arrêts, c'est tout. Des Ah, arrêts. des arènes, tu veux Ouais, dire bien sûr. ouais, Tu des donnes Romains. ce que le peuple veut. Ils veulent pas réfléchir, ils veulent de la merde avec des lumières partout, et tu leur files de la merde, des lumières partout. Ils vont voter pour toi et toi tu fais ce que tu veux. Bien sûr qu'ils sont conscients, mais ils s'en foutent. Et quand tu dis ils sont conscients, tu parles de qui? Des Du reste de créateurs? la population, Non, des la gens population. des gens qui réfléchissent pas et qui passent leur vie à vivre une vie qu'ils auront jamais parce que leur vie est pourrie. Non mais enfin c'est exactement ça, c'est l'abus de divertissement qui fait que tu penses pas à ta vie parce que leur vie leur plaît pas.
Je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont pas heureux c'est un peu le même rapport entre t'as des parents, ils ont leur gamin aime beaucoup le sucre, résultat ils s'achètent tout le temps du sucre à leur gamin. Ouais, ça, tu vois. Ils se posent pas la question. Genre, il y a une belle idée reçue que j'ai découvert il y a pas longtemps sur les gladiateurs. On dit souvent ouais machin, c'est les gars du pouvoir romain, César qui veut manipuler son peuple en faisant des jeux, en faisant bouffer des gladiateurs au lion. Et en fait pas du tout. Au début les combats des gladiateurs c'était des sortes de petits rituels qui ont lieu de manière assez locale, quasi familiale entre guillemets, après la mort de quelqu'un d'important. Et en fait, c'est les gens eux-mêmes qui ont demandé à ce qu'il y en ait plus en fait. Donc c'est pas du tout une manipulation par le haut, c'est plutôt un enjaillement par le bas. Bon, maintenant que je vous sais faire venir ici, je vais proposer tout à fait autre chose. Et les histoires qu'on se raconte à nous-mêmes. Ça c'est chouette. Tu veux dire Vas-y, Ulysse prend la parole. Thème de podcast. Je pourrais le faire, ça c'est un autre podcast, mais on pourrait en parler vite fait. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast des Chroniques de l'inutile. Nouvelle Chronique inutile. Et maintenant une petite intro de Cout improvisée par François. Ce que tu veux dire par histoire qu'on se raconte à soi-même, c'est quand, enfin genre self-talk, genre c'est ça que de tu quelle veux manière dire. est-ce que tu... Non, mais en fait, fais ce que tu veux parce que la manière dont tu l'as compris est intéressante aussi. Donc, Ok, mais parce que moi je pense que les histoires qu'on se raconte à soi-même, par exemple, moi je suis pas du tout croyant, mais je me fais quand même une sorte de petite force que je crée totalement moi-même et je fais moi-même mes symboliques et tout ça parce que je sais que alors je me débarrasse de ma responsabilité, je me dis bon bah je lui ai demandé à elle va s'occuper de ça et moi je peux y aller les épaules libres et je suis totalement détendu et les choses arrivent parce que je pense que je me dis c'est bon ça va arriver de toute façon et je suis dans les bonnes dispositions et je pense que ce soit conscient ou non les histoires que tu te racontes en fait au final le but c'est de t'aider toi-même, que ce soit en disant qu'il y a une force supérieure qui fait tout à ta place et du coup toi tu t'occupes de rien ou une histoire T'aider pour toi-même dans quel sens? m'aider moi-même à vivre bien, à être heureux. Enfin, bah ça c'est mon leitmotiv du coup. Je veux dire, je pense que c'est principalement Est-ce que tu peux ça. t'imaginer des histoires qui ne t'aident pas mais qui te sabotent? Bah alors, oui, enfin moi je m'en ferais pas parce que je trouve ça con. Le but c'est quand même de s'aider au final, mais j'imagine bien qu'il y a des Je personnes. peux m'imaginer que par exemple si tu te dis ah tiens si je donne 500 € à cette personne elle va bien l'investir pour moi, pour mon bien, mais c'est peut-être une histoire que tu te racontes parce que tu es optimiste et que tu as envie d'être dans la joie et de faire confiance aux gens alors qu'ils le sont peut-être pas, et donc là tu t'es raconté une histoire qui te sabote, tu vois. Ah oui. Bah, de toute façon, j'ai pas 500 € à investir, mais je veux dire. T'es sûr? Moi j'ai une bonne banque. Oh. Ok, on en parle après. Mais non, mais pas pour l'histoire où tu te sabotes. Est-ce qu'on peut dire que c'est une histoire? C'est D'autres plus- histoires. Hein. Mais alors, faut trouver un autre exemple parce que celui-là me paraît. Je sais pas imaginons que tu t'imagines. Je ne pourrai jamais avoir ce job et donc tu rentres dans ton entretien d'embauche, je n'aurai jamais ce job avec une énergie de merde et donc tu fais un entretien de merde et t'as Oui, pas le job. bah, ça, je suis... de la vie. Expérience. bah, ça, je suis tout à fait d'accord que ça peut arriver. C'est tout le but de se créer une propre histoire où tu dis, t'as demandé à ta force supérieure de le faire pour toi et tu dis ouais, j'aimerais bien que ça arrive et après t'es détendu en disant ça va arriver et du coup t'es à l'aise, tu vois, t'es pas sous pression en train de bégayer. Je pense que oui, les deux sont bons, mais c'est toujours comme ça. Quand on parle d'un truc, il y a le mauvais côté et le bon côté. Il n'y a rien de bon ou de mauvais totalement. C'est tout gris. À part le Bollywood, qui est vraiment totalement parfait. J'aime bien ça comme phrase de fin, sauf si vous avez quelque chose d'urgent à dire. Moi, ça va, on peut conclure. J'ai chaud. C'était une bonne phrase pour conclure. Oh. Surtout après l'histoire sur les gladiateurs, quoi. Allez, je vais raconter une histoire inutile. Donc l'autre jour j'étais avec un pote et c'était une soirée jeu, tu vois. Moi je jouais aux échecs avec Gary et Toto il jouait sur un puzzle et Momo et Jean ils jouaient à FIFA. Puis t'avais Michael, Azrael et Lucie et Nathanaël, tu vois, qui jouaient au poker, tu vois. Une soirée assez calme en fait. Il y avait une ambiance très concentrée, tout le monde se concentrait pour gagner, donc je suis là et j'essaie de me concentrer aux échecs, j'essaie de gagner quoi. Mais le gars avait la menace d'une fourchette et je savais pas. Enfin, soit. Tout ça pour dire, ne faites jamais confiance à quelqu'un qui a son propre set d'échecs avec lui. Je devais me concentrer, quoi. Quand tout à coup, de nulle part, hein, et juste quand j'ai bientôt fini mon calcul, j'entends hyper fort « Je suis un génie !» Ceci le prouve. C'était Toto, c'était la voix de Toto. Il m'avait expliqué, il m'avait complètement déconcentré, et donc du coup, ouais, j'ai essayé de me concentrer à nouveau, mais Toto, il arrêtait pas, quoi. « Je suis un génie, je suis un génie !»
Et donc je pensais un peu dans ma tête, quoi, parce que t'as fini un puzzle. Bon, mais soit, tu vois, je me suis dit, je dois me concentrer, je dois gagner. Donc si je bouge ma reine et que je réfléchis. Et puis Toto, il est venu à côté de moi. Et il me dit, mec, je suis un génie, demande-moi, je peux t'aider. Il me narguait, quoi. Il était vraiment fier de lui. Je me rendais compte que j'allais pas me débarrasser de lui, du coup je devais réagir. Qu'est-ce que tu veux, Toto? Et donc il me lâche, mais François, je suis un génie, je peux t'aider si tu veux. Mais pourquoi tu crois que t'es un génie? Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il me dit, regarde le puzzle là-bas. Tu vois le puzzle là? Et je lui dis, bah oui, alors. Bah je l'ai fini. Je suis, mais pourquoi tu me casses la tête? Et bah oui, et alors? Bah en 20 minutes. Bah oui, et alors? Et vous savez ce qu'il m'a dit? Non, pas du tout. Je l'ai fini en 20 minutes, alors que la boîte dit entre 3 et 5 ans. Mec, c'est vraiment nul. Je la connaissais cette blague. Ouais. C'est beau. Ouais, moi, je suis en train de me dire, mais non, François, on va pas raconter une blague de Toto quand même. Je veux dire merci. Voilà, c'était une histoire inutile. Cessez d'écouter les histoires des autres. Faites la vôtre. Waouh. C'est fini là du coup. Ouais, c'est fini. Ok, parfait. Allez, ciao. Le jingle est très cool. Ouais, j'ai écrit un petit jingle. Voilà. Waouh. Je fais des histoires inutiles maintenant. 2 heures là aussi, hein? Non, 1h30? Je sais pas, on va voir. Je pense que c'est bon, ouais.